Moi, mon but, c'est vraiment que les clients explorent 100% de la valeur ajoutée que Albert peut leur offrir. Oui. J'aurais pu avoir une nouvelle Porsche, mais je le fais pas parce que justement, je veux leur prouver aussi que l'escroc de nos jours, il a une bonne tête. Il a une bonne tête de père de famille, on s'en rend pas compte. Il est temps qu'en 2026, on puisse gérer des locations courte durée sans payer quoi que ce soit. Et ça serait mon kiff. Ok. Comment est-ce qu'on fait pour grossir l'entreprise tout en gardant la qualité du service ? Grâce à toi. Le monde de demain dans lequel les gens pensent qu'ils ont envie de vivre 100% IA sont un monde dans lequel ils ont envie de vivre, quand on y réfléchit. Le gouvernement fait extrêmement bien son travail. Tous les trucs que j'aime faire dans la vie, je peux pas les monétiser. C'est pas parce que tu payes bien quelqu'un qui va vouloir bien faire son travail, c'est pas parce que quelqu'un est excellent ailleurs ou a du talent ailleurs dans une autre boîte qui mettra ce talent à disposition dans ta société. De l'immobilier, le coaching, etc. C'est ce qui se passe au niveau macro dans les gouvernements. Si un jour Albert part à l'étranger, il gagne grâce à quoi ? Bonjour à tous et à tous, je vous présente Léa, la Customer Success de chez Albert, je m'appelle Gary et aujourd'hui on va profiter de la sortie de notre V2 pour répondre à vos questions et explorer certains points via une session questions-réponses qu'on va vous présenter tous les deux. J'espère que le contenu vous plaira et si jamais vous avez des questions pour la suite, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on pourra refaire une vidéo pour toujours avoir le plus de transparence possible avec vous. Bon visionnage. Bonjour à tous, bonjour Gary. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas ? Bien sûr, alors je m'appelle Gary, je suis le cofondateur d'Albert et je suis responsable de la vision mais aussi de toute la structure existentielle d'Albert depuis le début. Quel a été le moment fondateur pour vous qui a déclenché votre carrière dans la location courte durée ? Alors, j'ai commencé la location courte durée il y a déjà 10 ans. Il n'y a pas eu un moment en particulier dans le sens que ça a été fait à l'époque par besoin de rentabilité. Il y a une dizaine d'années, Airbnb était quand même extrêmement important, avantageux, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc, c'est ce qui m'a emmené à aller dans la location courte durée. D'accord. Et justement, quel est votre parcours professionnel avant Albert ? Avant Albert, j'ai eu la chance d'être pâtissier. J'ai été chef étoilé dans des étoilés Michelin. J'ai beaucoup travaillé dans la restauration, dans la pâtisserie de luxe. Et ensuite, j'étais chef privé, ce qui m'a permis de découvrir un nouvel écosystème et par extension, le monde de la nuit, où ensuite, j'ai vécu 7 ans à Londres en tant que promoteur de boîte de nuit, où justement, mon travail, c'était de vérifier la qualité du suivi client de certaines personnes dans ces boîtes de nuit et de vérifier à l'ambiance qu'elle soit correcte. Et ensuite, suite à l'arrêt de cette activité, même si j'avais toujours une idée en tête d'arrêter cette activité, j'ai investi dans l'immobilier. Et à un certain moment donné, lors de la gestion de mon parc immobilier, j'avais un besoin existentiel d'un service client parce que la gestion devenait extrêmement chronophage, d'où maintenant aujourd'hui où j'ai les pieds dans Albert. Qu'est-ce qui vous a surpris dans votre propre évolution d'entrepreneur ? Ce qui m'a le plus surpris, c'est même pas spécialement dans mon évolution à moi, c'est l'évolution du marché. Le monde change et il change de plus en plus vite et il demande aussi du coup un changement, nous en tant que personne au quotidien. Et c'est plus ce changement qui m'a marqué ou qui m'a un peu bousculé au quotidien. Quelle croyance limitante sur l'argent ou l'immobilier vous avez dû casser pour avancer ? La croyance limitante, on va dire que je l'ai encore actuelle et que je suis en travail dessus. On va dire, parce que j'ai la chance depuis quand même une dizaine d'années quand même de bien gagner ma vie, mais on va dire que en ce moment, j'ai une croyance à remettre en question qui est plus axée sur les gens s'intéressent de moins en moins à la valeur des produits et il faut remettre un grand coup dans le marketing. Et du coup, moi, c'est ce côté où j'ai toujours travaillé dans des écosystèmes comme la pâtisserie où j'apportais beaucoup de valeur, c'est-à-dire qu'il fallait de la pâtisserie de qualité, ou dans le monde de la nuit, je vais travailler pour les meilleures boîtes de nuit, avec les meilleurs modèles, les meilleurs promoteurs, etc. Et maintenant chez Albert, où j'essaie vraiment d'avoir une qualité de standing. Et de nos jours, ce n'est pas ce qui fonctionne le mieux ou ce qui paye le plus, malheureusement. Voilà. Quel a été votre plus gros échec avec un bien et surtout, comment vous vous en êtes relevé ? Le plus gros échec que j'ai eu, c'était avec Albert. C'était nos premiers bureaux, qui étaient au rez-de-chaussée de l'un de mes hôtels, où j'ai eu un différend avec des jeunes d'un quartier populaire et ils ont cramé mon immeuble. Okay. Donc ça a été une énorme situation à gérer, on ne va pas se le cacher, parce que lorsque c'est un immeuble qui fait plus de 6 chiffres par an de revenus locatifs qui s'arrête, mais surtout, il y avait Albert au rez-de-chaussée qu'on a dû relocaliser très rapidement. Si vous deviez recommencer demain, qu'est-ce que vous changeriez dans votre rapport au risque ? Je pense sincèrement que le risque dépend uniquement de l'information qu'on a ou qu'on n'a pas avant de se lancer dans quelque chose, qui est d'écouter des personnes qui ont, entre guillemets, franchi le chemin
que je souhaite, Mhm. être sûr qu'il les franchit pour écouter leurs conseils ou leur mentoring. Je prends un exemple tout bête. Pour Albert, depuis 1 an et demi, j'ai un contact qui a un très gros centre d'appel international. Et en fait, tous ses conseils, son organisationnel, même sa manière, lui, de gérer son travail, m'a beaucoup aidé pour Albert et au quotidien. D'accord. La location courte durée vous a rendu plus libre ou plus prisonnier de votre téléphone? Alors, j'ai envie de dire plus prisonnier, entre guillemets, parce que je ne gérais pas mon service client. Oui. Pour faire une image un peu de mon parc immobilier, lorsque j'ai commencé à investir, j'investissais à mon nom propre, mais j'avais ma compagne de l'époque qui m'aidait. C'était mon assistante et elle gérait justement en fait cette partie messages, appels, etc. Et au bout d'un moment, on commençait à en avoir beaucoup et ça avait un impact sur notre relation. Et ça a eu un gros impact sur notre relation. Donc, le but pour moi, c'était d'imperméabiliser quand même ma vie personnelle Mhm. à l'immobilier, à mes projets professionnels, chose qui n'était pas segmentée avant. D'accord. Quel est le premier souvenir professionnel qui vous a fait penser je veux créer quelque chose de grand? Oh, j'étais en galère, j'avais besoin de... Oui, oui, oui. J'avais pas le choix. J'ai pas de bonne réponse. La réponse donnera un mauvais préavis de moi. Ok. Quel conseil vous donneriez au Gary d'il y a 10 ans? Divertis-toi moins. C'est pas si important que ça. Parfois, les moments ennuyants sont nécessaires et c'est ce que je lui dirais. Mais sinon, qu'il change rien, qu'il apprenne tout ce qu'il a appris et qu'il vit tout ce qu'il a déjà vécu. C'était très bien. Ok. Selon vous, pourquoi certains réussissent en location courte durée et d'autres non? Plusieurs facteurs. Je pense qu'on en revient toujours au même, c'est l'équipe. Ce qu'on fait, que ce soit de la location courte durée, tout le monde est capable de le faire, de le reproduire, surtout de nos jours avec les technologies, etc. On est quand même capable d'avoir des systèmes en place qui fonctionnent. Mais je pense que, et c'est dans tous les business, pour avoir un business qui fonctionne, il faut se créer une équipe, il faut se créer un peu ces super-héros qui travaillent avec nous. Et bien évidemment, en fait, justement, d'avoir cette croissance et ce succès. Les entrepreneurs qui sont tout seuls ou les conciergeries qui sont tout seuls, on en voit beaucoup fermer. D'accord. Pour se concentrer un peu plus sur Albert maintenant, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est Albert selon vos propres mots? Albert est un service client spécialisé en location courte durée. Pour moi, Albert, c'est un bouclier sur la concentration. On n'envoie pas des fusées dans l'espace. Je ne dis pas que ce qu'on fait, c'est incroyablement compliqué ou technique, mais c'est un besoin. Surtout au bout d'un moment, quand on commence à grossir son parc immobilier, ça peut être très polluant, les messages, les appels, et on absorbe l'énergie des gens, parfois de certains voyageurs qui ne sont pas contents. Donc voilà la vision, moi, que j'ai, Albert, d'une sorte de bulle protectrice. D'accord. Et justement, qu'est-ce que vous préférez chez Albert? Ce que je préfère chez Albert, c'est le marketing qu'on fait chez Albert. C'est-à-dire que, déjà, il n'y a pas de marketing chez Albert. Il n'y en a quasiment pas. Ce que vous voyez, ça peut paraître du marketing, mais il n'y en a pas. Notre offre, elle est sans engagement, sans frais de mise en place, parce que je voulais trouver l'offre que je souhaitais trouver sur le marché, c'est-à-dire essayer un service sans engagement, sans frais de mise en place, pour voir déjà l'envers du décor, mais surtout voir si ça colle à mon écosystème. En tant qu'entrepreneur, on teste des choses, on teste des process. Parfois, ça ne marche pas, on perd du temps et de l'argent. Et je voulais au moins m'assurer qu'avec Albert, on ait justement cette qualité de service, cette qualité d'onboarding que les gens ne trouvent nulle part ailleurs sur le marché. Et vous l'avez déjà un peu évoqué, mais comment est née l'idée d'Albert? L'idée d'Albert est née justement de ce surplus de logistique, de messages qui est une véritable roulette russe sur la concentration. Même si je ne l'avais pas, j'étais à côté d'une personne qui justement en pâtissait de tout ça. Et il y a un autre point qui est aussi très important, qui est sous-estimé. Tout le monde n'est pas fait pour faire du service client. Il y en a, ils n'ont pas la patience, il y en a, ils n'ont pas la tact. Il y en a, ils ne savent pas parler non plus correctement, peut-être avec des gens mécontents. On peut rentrer dans des conflits, des confusions même de communication. C'est le nerf de la guerre, en fait, dans la location courte durée. Ça change vraiment l'expérience client, surtout quand il y a des problèmes, d'avoir justement un service client de qualité. Donc pour moi, ça a été le point de bascule et le point le plus important chez Albert. D'accord. Et quel a été le premier client qui vous a fait comprendre qu'Albert répondait à un vrai besoin? Il y en a eu plusieurs. Je vais en dire deux. La première, c'est une dame qui avait une conciergerie, parce qu'elle ne l'a plus malheureusement, mais elle avait une vingtaine de biens, mère célibataire, elle courait de partout. La pauvre, je pense que vraiment, à une période de sa vie, on ne serait pas arrivé, ça aurait été vraiment dramatique dans sa vie, parce qu'elle était vraiment à bout. Même ses onboarding, elle pleurait, etc. C'était vraiment une cliente touchée
dans sa logistique de vie. Donc, on a été très content quand même de pouvoir l'aider. Et après, le deuxième client où j'ai compris que ça pouvait marcher, c'est quand on a vraiment signé notre gros client, on va dire, et qu'il a été satisfait. Il nous a dit, vous répondez à un vrai besoin. Moi, j'ai jamais réussi à l'internaliser parce qu'il faut veiller à la qualité des agents, qualité du service, etc. Et je me suis dit, on est les seuls sur le marché et ça fait plaisir parfois quand on copie pas, quand on invente quelque chose. Exactement. Ok. Alors, justement, qu'est-ce qui distingue un autre service client d'Albert ? Sur le marché, il existe beaucoup de services clients. Il y a beaucoup de solutions qui existaient. Mais il y a 4 ans, il n'y en avait aucune qui était spécialisée en location courte durée. Je ne dis pas que c'est un avatar client trop technique ou très technique, mais il faut savoir gérer l'humain, il faut savoir le connaître. Et du coup, on a vraiment voulu aller dans cette niche de spécialisation de service client. Et c'est ce qui fait la différence, c'est que les agents sont formés à l'hôtellerie. Ils connaissent les biais cognitifs des voyageurs, mais aussi ils connaissent les biais cognitifs des gestionnaires, leurs outils, que ce soit les channel managers, serveurs connectés, logistique opérationnelle, scénario de probabilité. Tout ça, ce sont des personnes qui sont formées à ça. Mhm. Chose que dans des services clients génériques, ça peut être compliqué d'avoir des personnes qui s'y connaissent réellement. Exactement. Comment vous expliquez qu'Albert soit devenu si central dans le quotidien des hôtes ? On répond à un véritable problème. J'ai pas envie de dire qu'on est aussi important que le ménage, mais presque. On l'est devenu. Et au début, les gens ne s'en rendent pas compte. Surtout quand on commence un business, on a l'impression qu'on peut un peu tout faire soi-même, ou il y a des micro-tâches qu'on peut encore avoir soi-même. Mais le service client est à un niveau de pollution psychologique énorme et qui est très compliqué à expliquer. C'est-à-dire que les personnes qui rejoignent Albert, pour nous, ils ont déjà conscience de ce facteur. Donc, voilà ma vision de ce côté-là. Ok. Quelle a été la décision la plus difficile à prendre dans l'évolution d'Albert ? Il y en a eu plusieurs. Ça a été me séparer parfois de bons potentiels, mais qui ne correspondaient plus au standing qu'on voulait mettre. Okay. C'est-à-dire la relation était bien, on s'entendait bien, on pouvait avoir même une bonne cohésion d'équipe. Mais le problème, c'est qu'on est dans un écosystème où si les gens ne veulent pas spécialement réapprendre ou se réinventer, parce que le monde se réinvente, et je ne rentre pas dans le sujet de l'IA, etc., mais se réinventer, s'améliorer, on doit laisser passer des gens. Et ça a été vraiment des choix parfois difficiles, parce que Albert n'est pas non plus la boîte la plus sexy du monde, donc j'ai quand même notion que lorsque nos employés nous donnent leur temps, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Donc c'est plus ce rapport humain chez Albert qui est extrêmement grand en plus, parce qu'on est 100% humain, qui a dû être un petit peu plus technique qu'ailleurs. D'accord. Justement, pourquoi avoir mis l'humain autant au cœur de ce service ? Parce que de nos jours, en fait, il existe absolument tout. Déjà, c'est horrible ce que je veux dire, mais pour que les gens à peu près normalement constitués psychologiquement arrivent à s'en sortir. Il y a des guides d'entrée, on peut même envoyer des PDF, en général, il y a des messages automatiques, c'est organisé. Mais nous, chez Albert, on va répondre à ce 3-4% de la population qui n'aiment pas lire, qui déconnectent le cerveau ou qui sont très mauvaise foi. Et c'est le cœur du service d'Albert. Ce sont des gens, même si on leur met tout devant les yeux, ils auront quand même envie de nous appeler. Et la surcouche que nous, on va avoir, c'est qu'on va être le liant en cas de problème. On n'est pas qu'un service client, il va y avoir des situations que forcément, ça requiert plus qu'une communication avec le voyageur. On peut contacter les services techniques, la femme de ménage. Et c'est là, justement, on va apporter toute cette structure humaine de logistique et que je souhaite garder l'humain au cœur de tout ça parce que pour le moment, pour gérer ce genre de problème, il faut de l'humain. Ok, d'accord. Qu'est-ce que vous vouliez absolument éviter dans Albert et que vous voyez souvent ailleurs ? Les fausses promesses, on va dire, mais surtout des services qui sont plus décoratifs qu'autre chose pour des business. Je voulais vraiment un service qui soit utile, qui soit au cœur de l'activité qu'on souhaite proposer, pas un énième produit ou un énième SaaS. On voit beaucoup de solutions qui sont relativement similaires. Tout le monde a tendance à beaucoup se copier. Je voulais vraiment quelque chose qui sorte du lot, mais qui réponde à un besoin professionnel que j'avais. Et par proposer ce besoin, non seulement ça me crédibilise d'une certaine manière dans mon expérience sur le métier, mais aussi je peux apporter en fait cette vitesse que moi, je n'avais pas eue parce que j'ai dû le créer, le service, aux autres pour que les personnes croîtent réellement leur activité, tout simplement. Vous avez récemment sorti la V2 de votre site, donc on en parlera plus en détail tout à l'heure. Mais quand avez-vous compris que la V1 arrivait à ses limites ? Il y a eu plusieurs points de crise, mais on va dire ça a été cet été. Cet été, on a dépassé les 8000 logements. Là, on est environ à 6700 logements. C'était impossible à gérer avec notre infrastructure. Il y avait des bugs de partout.
Nous, derrière, on avait beaucoup de pièces rapportées, par exemple comme Albert Extra, de nouvelles technologies qu'on a connectées, mais de base, on n'avait pas la fondation pour bâtir tout ça. Donc forcément, au bout d'un moment, on arrive à des process qui bug, une interface qui peut être plus lente, des clients du coup peuvent se sentir lésés parce que du coup ils se disent mais c'est quoi ce message d'erreur ou pourquoi mon annonce elle est en pause alors que pas du tout. C'est juste que nous on avait un flux extrêmement important et on a dû recréer tout un écosystème pour ça justement, pour garantir la pérennité de notre business, mais aussi voir plus loin sur de nouveaux horizons et de nouveaux potentiels de croissance. Ok, d'accord. Quel a été le bug le plus complexe que vous ayez dû gérer ? Bug, on va dire situation, cet été au mois d'août, le 28 juillet, début août, on a perdu notre processeur de paiement. D'accord. Parce qu'il y a une personne sur Albert Extra qui vendait des services sexuels. Du coup, j'ai été bloqué. Alors, la situation a été débloquée. Dieu merci, on a pu récupérer aussi bien nos fonds que notre compte Stripe, etc. Mais c'était vraiment très difficile aussi bien à vivre parce que du coup, on se fait un peu martyriser pour une situation qu'on n'a pas vécue. Et il y a une certaine injustice, mais ça fait partie du jeu et on doit y résoudre. Donc, on est passé outre, on a vu le bout et tout est remis en ordre. J'aurai quelques questions justement sur cet incident dans pas très longtemps. Comment gériez-vous les nuits blanches au début ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Albert est un écosystème qui prend beaucoup de place. Là, on travaille de 6h à 1h du matin. On va passer 24-24 à partir de la rentrée de la nouvelle année. Et toutes les améliorations, peut-être les travaux par exemple de développement sur la V2 ne peuvent pas être faits entre 6h et 1h du matin. Donc non seulement, alors même si j'ai plus cette veille dans l'opérationnel, parce qu'il y a Véronica, la directrice opérationnelle, moi je dois quand même avoir une veille existentielle sur l'entreprise qui est assez importante. Et pendant la V2 qui était extrêmement importante. Donc comment je l'ai gérée ? Je ne l'ai gérée pas bien, mais là on voit le bout et je vais pouvoir reprendre mes nuits de sommeil. D'accord. Comment vivez-vous le fait qu'Albert accompagne aujourd'hui 1 millier de gestionnaires ? Alors très fier, parce que là, à l'heure actuelle, on a 987 membres chez Albert. Et c'est une fierté dans le sens que quand j'ai créé Albert, c'était pour moi et les copains. On n'était que 4 au début à mettre un petit peu, à centraliser notre service client. Et aujourd'hui, on aide 1 millier de personnes à avancer dans la location conduite, aussi bien avec nos outils qu'avec notre service. Et il y a une certaine fierté. Donc, c'est le seul mot qui me vient à l'esprit pour cette réussite. Donc, précédemment, vous nous parliez d'un incident cet été avec Albert Extra. Ouais. Donc, c'est une extension pour vendre normalement des services ou des produits en plus, c'est ça ? Exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail, juste pour qu'on comprenne bien le contexte de l'histoire, ce qu'est Albert Extra ? Bien sûr. Alors, pour prendre un peu de recul, nous, chez Albert, vu que, comme je vous l'ai dit au début, nous, il n'y a pas de marketing existant chez Albert, on s'est dit qu'on va créer les meilleurs outils et qu'on va les offrir. Que ce soit nos guides d'entrée, notre technologie d'IA, notre dashboard, notre interface de gestion, tout est gratuit. Vous pouvez avoir accès à toute notre technologie gratuitement. Et Albert Extra était une surcouche de notre compte Stripe où vous pouviez connecter votre compte Stripe. Et nous, on avait mis en place des mini-boutiques où vous créez vos produits, vous pouvez les segmenter par appartement, etc. Et le rôle de ces boutiques, c'était de vous permettre de vendre des produits sans commission, mais surtout que nous, tout soit automatisé derrière, aussi bien les notifications, les factures voyageurs, nous en service client pour l'organisation, etc. Et on l'offrait gratuitement. Et il s'avère que même avec des conditions générales, même quand on explique, on fait des tutos, il y a toujours un micro-pourcentage de la population dans Albert Extra qui va enfreindre les règles. Et sauf que les règles dans ce cas de business, on va dire d'industrie, sont très réglementées et sont très mal vues par les processeurs de paiement. Donc, ce qui a valu sans délai un blocage de nos services pour activité sexuelle. Chose que chez Albert, je préfère vous rassurer, il n'y a pas d'activité sexuelle. Notre service n'est pas aussi sexy que ça au quotidien. Est-ce que vous pensez que cette crise était un mal nécessaire pour aller chercher un niveau supérieur de stabilité ? Pas du tout. Pas du tout. C'était pas un mal nécessaire. J'aurais pu m'en passer. La V2 était prévue en juin. On devait la sortir en septembre. Et en plein milieu de la V2, du coup, quand on perd son processeur de paiement, c'était un enfer total. Aussi bien nous, dans l'organisation de nos clients, mais c'est plus psychologiquement, parce qu'en fait, c'est le nerf de la guerre. Moi, ça m'embête parce que j'abuse pas des finances, où on essaie toujours d'avoir le meilleur rapport qualité-prix. Et du coup, je suis un vie, mais ça fait partie du jeu de l'entrepreneuriat. Et surtout, en fait, ça coûte extrêmement cher en fait, de faire ce virage en plein milieu d'un développement. Oui.
Je ne suis pas développeur, j'y connais pas grand-chose, mais du coup, on est une équipe. Voilà, tu connais Marwan, il est excellent, il fait très bien son travail. Le problème, c'est que moi, j'y connais rien. Et si on fait un changement au milieu d'une construction, comme un chantier d'un appartement, ça peut apporter certains conflits ou certains délais de retard. Et on en est là au 1er décembre à sortir notre V2 au lieu du mois de septembre. Donc, on aurait pu s'en passer. Oui. Mais ça fait partie du jeu, on a appris. On a remis en place de meilleurs process aussi, ça a fait du tri aussi dans nos équipes, dans le sens que la V2 aussi, c'est réarranger les process, réarranger les zones d'ombre, mais aussi faire du tri dans les technologies qu'on ne voulait plus. Albert Extra, malheureusement, on ne l'a plus. Ça a été la condition pour que Stripe nous réouvre notre compte, qu'on abandonne en fait cette technologie, parce qu'on n'a pas été capable de la gérer. Et voilà, faut être franc, l'erreur entre guillemets vient de notre faute d'avoir pu laisser passer cette faille. Mais quand on pose quelque chose de gratuit, sans commission sur les ventes, il faut avoir un self-respect ou un self-control sur l'utilisation, chose qui n'existe plus dans ce monde aujourd'hui. Justement, c'était ma question d'après. Est-ce que cette crise vous a rendu plus exigeant techniquement ? Vous avez déjà un peu répondu. Plus exigeant humainement, on va dire, dans le sens que je dis pas que je vais dans un monde de bisounours et le monde il est mignon, mais je m'attendais pas en fait que quelqu'un se dise je vais proposer des services sexuels sur un service client, alors que en 2025 il y a tout ce qu'il faut pour vendre ça. Je veux pas faire de la pub pour d'autres plateformes, mais il existe des plateformes pour vendre du contenu sexuel ou faire des actes sexuels. Albert n'est pas construit pour ça. Exactement. Qu'avez-vous appris sur vous-même durant cet épisode ? 2 choses. Alors déjà, une patience envers la technologie, parce que quand on n'y connaît rien, on repose sur, entre guillemets, des personnes qui s'y connaissent mieux, donc ça peut apporter un stress, donc il faut savoir prendre du recul, poser les choses, parce qu'en plus, c'est des travaux qui sont longs. Le développeur, il ne résout pas en 24 heures ce genre de problème. Reconstruire un processeur de paiement. Savoir aussi gérer les réunions de crise, c'est-à-dire que ça a un impact en cascade. Les clients verront des bugs. Les clients auront peut-être des problèmes sur leur prélèvement. On va devoir peut-être les contacter. Donc, c'est toute cette logistique à mettre en place. Du coup, ce que j'ai appris sur moi-même dans cet épisode, c'est que j'ai eu tendance à être trop gentil. J'ai offert un outil qui aurait pu détruire complètement Albert sans m'en rendre compte. Et ce monde punit la gentillesse. Et malheureusement, c'est le monde de demain qu'on est en train de vivre. Stripe est quand même très automatisé. Et lorsque vous passez ces process, j'aurais pas eu besoin peut-être d'attendre 3 mois de blocage. Ils auraient pu, avant de me bloquer, vérifier que mon activité était clean. Mais le monde d'aujourd'hui, si on va punir et ensuite on va vérifier. C'est bien ou pas bien, c'est le monde de demain. Est-ce que vous pensez que cet incident a renforcé la confiance des utilisateurs ou l'inverse ? Chez certains, oui. Chez d'autres, peut-être non. Après, j'ai envie de dire, les problèmes, ça arrive dans toutes les sociétés. Mais nous, à aucun moment, la qualité du service n'a été impactée. Et ça, c'est quelque chose de très important. Malgré tous les problèmes qu'on a eus en interne, on avait quasiment 1 mois de retard parce qu'on nous a bloqué pendant 3 mois le processus. Donc, cette situation n'a jamais impacté la qualité du service. Tout le monde a été payé en temps et en heure. Mais voilà, ça a été à gérer, c'est pas facile. Et ça, c'est la plus grande fierté aussi de ce problème, c'est qu'on a essayé de faire en sorte que personne s'en rende compte. Plus ou moins, personne s'en est trop rendu compte, même si on était complètement transparent avec tous les clients sur la situation. Oui, d'accord. Comment cet incident a influencé votre vision long terme d'Albert, même si ce n'était pas lié à la V2 ? En fait, je comprends mieux le monde grâce à ça. En fait, on pourrait vivre dans un monde où tout pourrait être gratuit. Gratuit est un grand mot, mais tout pourrait être relativement accessible à bas coût. Mais en fait, on vit dans un monde où il y a toujours un mini pourcentage de la population qui vont abuser ou qui ne vont pas respecter justement cette chance d'avoir quelque chose à bas coût. Ce qui fait qu'on est obligé de mettre des process en place de vérification, des process de contrôle, des process de... En fait, tous ces process de sécurisation doivent être mis en place et ça a un coût. Et c'est complètement bête parce que du coup, Albert Extra, avec le recul, maintenant, vous pouvez aller sur d'autres services comme Cozy Up qui sont très bien, mais vous allez payer 5% de votre commission, vous allez peut-être payer 29 € par mois pour avoir accès à l'interface, alors que tout pourrait être gratuit parce que ça ne coûte pas spécialement cher de développer ce genre d'outils technologiquement. Mais on doit protéger les outils, les lois, etc. Et c'est dommage. Voilà. Justement, vous avez dit que vous avez essayé de faire en sorte de colmater et que les clients s'en rendent compte le moins possible. Est-ce que certains comportements clients vous ont surpris dans un sens ou dans l'autre ?
Alors oui, déjà, la personne qui vend des services sexuels, pas désolé, on va pas se le cacher. Il y a des gens, ça ne les choque pas particulièrement de vivre cette situation parce que pour eux, ils sont en règle. Ils disent, oui, j'avais un statut entrepreneur. Je fais, non, en fait, on ne vend pas des services sur Albert. Donc il y a ça, mais aussi, il y en a, ils en ont profité. C'est-à-dire que moi, j'ai perdu, je pense, j'ai perdu un gros billet dans cette situation. Puis il y a eu des retards de paiement. Il y en a aussi, ils en ont profité. Ils se sont désabonnés, ils n'ont jamais remis, ils n'ont pas payé le mois d'août. Et on parle une cliente qui a 70 logements, quoi. Et Oui. on s'assoit sur des paiements à 1400, etc. Donc oui, il y a une perte. Par contre, les meilleurs clients, 95% ont payé, ont joué le jeu. Mais il y a toujours ce 5% qui va essayer encore de jouer, en fait. Et c'est pas grave. Après, on coupe le service, on les perd un peu au passage, il y a du frottement. Mais au final, est-ce qu'on devait les garder avec ces comportements ? Pas sûr. D'accord. Et justement, est-ce que certains comportements clients vous ont surpris dans un sens ou dans l'autre ? Alors oui, alors déjà 95% de nos clients ont joué le jeu, tu l'as bien vu, ils ont joué le jeu des cartes bancaires, etc., remettre leurs moyens de paiement, ou même il y en a, ils nous ont fait des virements. Juste, il y en a un micro-pourcentage qui ont profité de cette situation, aussi bien pour soit pas payer, soit aussi être plus difficile dans la négociation de certains termes qui n'étaient pas spécialement à remettre en question. Mais ça fait partie du jeu. Après, ça montre aussi le vrai visage de certaines personnes. Et nous, ça nous permet de faire du tri également. Même si dans la grande majorité, tout le monde a joué le jeu, ils ont compris le problème, puis on a été vraiment transparent dès le jour J du problème, jusqu'à la solution et aux optimisations qui ont été faites par la suite. Donc, je suis en pleine conscience et confiance envers eux, envers les clients qu'on a pu gérer. Ok. Comment l'équipe a vécu cet épisode en coulisses ? Alors, ils ne l'ont pas vécu particulièrement en soi parce que eux, ils ne sont pas du tout impactés par ça. Ça a impacté vraiment le mode de paiement. Eux, ils ne sont pas touchés par ça. Donc, leur salaire, entre guillemets, la trentaine de salaires que doit sortir Albert tous les mois a quand même pu être sorti. Donc, de ce côté-là, la qualité du service n'a pas bougé, ni le traitement ou quoi que ce soit. Et puis, c'est ça qui compte aussi pour nos clients, que la production ne soit pas impactée. Et justement, qu'est-ce qui vous a rendu le plus fier dans votre équipe pendant cette période ? Le soutien, surtout le soutien du plateau, de la directrice opérationnelle, c'est-à-dire que tout le monde était prêt même à faire un petit étalonnage de paiement sur les 2 premières semaines d'août parce que ils ont compris la situation, mais il n'y a pas eu besoin particulièrement de mettre ça en place. Donc, rien que le fait qu'il l'ait proposé, ça m'a touché personnellement. Parce que la plupart des agents d'Albert sont là quand même depuis 2 ans pour les plus récents. Il y en a, ils sont là depuis le début. Et c'est ultra rare dans une boîte d'avoir des gens qui nous suivent tout au long du processus. Donc, je suis super content de les avoir. Même si parfois, je sais qu'il y en a, ils ne me portent pas dans leur cœur. Je sais qu'on avance ensemble et on avance bien. Qu'est-ce que cette crise a changé durablement dans votre façon de piloter Albert ? De la méfiance, oui et non, mais une restructuration de process plus strict, que ce soit aussi bien pour les clients, mais que pour nous en interne. Il y avait certaines coquilles, même nous, dans notre façon de travailler, qui n'allaient pas, ou qui n'étaient pas à la hauteur vraiment de ce qu'on pouvait vouloir offrir. Et du coup, on a profité pour voir ça. Et justement, en fait, les problèmes, parfois, mettent en lumière d'autres problèmes. Parce qu'on se rend compte que quand on doit gérer un problème, ça peut mettre d'autres axes. Par exemple, le customer success dans les équipes. Est-ce qu'on a des bons process ? Est-ce qu'on est assez rapide ? Est-ce qu'on est assez efficace ? Et du coup, ça nous permet juste de faire un bilan et d'améliorer les choses au fur et à mesure du temps. Donc, c'est top. Exactement. Si la même chose devait vous arriver demain, qu'est-ce que vous feriez différemment ? Pas grand-chose. On proposerait toujours les mêmes choses, les mêmes outils gratuits, chose qui est toujours à l'ordre du jour, sauf que maintenant, on va plus s'aventurer dans des choses qui pourraient vraiment mettre en danger notre activité. Mais voilà, dans le sens, on a essayé, ça fait partie du jeu entrepreneurial et exactement. On resterait comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que les clients comprennent sur ce qui s'est passé réellement en août ? Je veux qu'ils comprennent qu'on est liés. Et la stigmatisation que j'ai envie de faire pour Albert, elle est liée aussi dans notre société. C'est tout bête, mais en fait, une seule personne a eu un impact sur presque 900 personnes. Exactement. Alors que les 900 autres personnes n'ont rien demandé. Même si tout le monde n'utilisait pas Albert Extra, il y a un peu plus de 150 personnes qui utilisent Albert Extra, ces personnes ont été impactées juste par quelqu'un qui n'a juste pas voulu suivre correctement les règles, les conditions. Et dans le monde d'aujourd'hui, la société d'aujourd'hui, en fait, on pénalise des millions de personnes
parce qu'il y a une minorité de personnes qui ne respectent pas les règles. Et du coup, on en revient toujours à la même chose, tout coûte plus cher, il y a de la méfiance, c'est moins attrayant aussi parfois d'avoir des collaborations, parce que justement, la méfiance crée du doute, et sans confiance, c'est très compliqué d'avancer. Ouais. Donc voilà ce qui a fait naître, ce qui a mis le point un petit peu, et ma vision de ce problème, il est micro chez Albert, mais il est macro dans notre société. Ouais. Parce qu'initialement, beaucoup de personnes utilisaient Albert Extra à bon escient. Et exactement, tout le monde d'ailleurs. Tout le monde, c'est la seule personne. Bon, après, il y en a, ils avaient des objets peut-être un peu plus folkloriques, mais c'était toujours légal. Oui. C'était vraiment toujours légal. Il n'y avait pas de choses qui pourraient nous mettre en justice préjudiciable. Et voilà, c'est comme d'habitude, il y a une personne, et qui en plus, cette personne ne prend pas responsabilité, parce que c'est toujours ça, c'est le groupe, mais le groupe qui prend responsabilité du coup de plus bénéficier d'Albert Extra, de devoir aller sur des solutions payantes, des solutions qui prennent des commissions sur leur vente, chose qui n'a pas besoin particulièrement, mais il n'y a pas le choix. Qu'est-ce qu'on ressent réellement en tant que fondateur quand tout se bloque d'un coup ? Au bout d'un moment, je pense que tous les entrepreneurs se reconnaîtront, les problèmes, on ne les sent plus vraiment. Okay. Ça va nous faire chier 5 bonnes minutes, on va avoir un petit rush émotionnel, mais en fait, suivant les objectifs que vous avez, la logistique que vous avez, il y a tellement de trucs à faire qu'en fait, le problème, il est noyé. Oui, il est dans une succession de tâches à faire. Donc, les problèmes, ils arrivent toujours. Il y en a encore qui arriveront. Ce qui compte, c'est comment on peut les améliorer, comment on peut aussi faire en sorte qu'ils ne se reproduisent plus, évaluer les nouveaux signes noirs qui font partie existentielle des business. C'est juste ça, c'est toujours creuser pour améliorer les choses dans tous ces angles. Et justement, donc cette question peut s'appliquer à n'importe quel souci, ouais. Mais comment vous faites pour rester lucide quand 200 autres paniquent et que votre équipe vous regarde pour les guider ? Je vais utiliser le mot mentir, mais de la bonne manière, parce que déjà tout le monde ment, mais en fait parfois mentir est protecteur, c'est-à-dire qu'il faut garder la face, parce que même si vous savez que ça ne va pas bien, c'est très important que dans l'esprit de vos employés, de votre équipe, vous tenez la barre. C'est aussi ça le rôle d'un leader, c'est que même quand le bateau est au milieu de la tempête, ils savent qu'il y a un capitaine qui est au milieu et qui tient la barre. Et justement, ça apporte une force aux employés qui peuvent se dépasser. Voilà, le but, c'est pas d'inhiber toutes les problématiques aux yeux de tout le monde, etc. C'est faire en sorte que, voilà, il y a ce problème, il est là, il va être résolu, même s'il n'y a pas de solution, même si la solution est extrêmement technique et compliquée. Le but, c'est pas que ça panique. Sinon, après, c'est un effet cascade. C'est une machine à café. Enfin, les agents dans l'open space, ils aiment parler aussi. Donc, le but, c'est pas de mettre quelconque doute sur leur avenir au sein de la société. Ok. Vous n'avez jamais eu un moment où vous vous êtes dit « on va pas s'en sortir » ? Non, parce que... Alors déjà, j'en ai un service utile. C'est-à-dire que voilà, si vraiment il y en a, ils ne veulent pas payer, on coupe le service. Oui. Chose que je n'aime pas du tout utiliser comme levier. Albert est une boîte qui existe depuis 4 ans et j'ai bon espoir que nos clients, ils ont appris un peu à nous connaître. Oui. Au bout de 4 ans, on n'a pas trahi notre promesse, notre parole, on n'est pas allé dans d'autres niches ou d'autres choses bizarres qu'on pourrait faire corrélées à notre niche. On est resté dans notre ligne de conduite du service client, ils le voient et on est relativement sérieux. Toi, en tant que Customer Success, tu es disponible sur le WhatsApp. Véronica, elle est toujours disponible. Pascaline, pareil. Et moi, si je dois me rendre disponible, même pour aussi petit que soit le client, je peux aussi me rendre disponible. Donc, du moment qu'on fait tous les efforts, après, il y en a toujours qui diront que c'est pas assez ou c'est pas bien, etc. Mais on fait de notre mieux et je pense sur le marché, il n'y a personne qui offre ça. Enfin, pour un produit à 19,99 sans engagement, sans frais de mise en place, le niveau de suivi que vous avez, même de service, ça n'existe Exactement. pas. Est-ce que vous pensez que cette crise a fait de vous un meilleur leader ou juste un leader plus fatigué ? Un meilleur leader plus fatigué, de sûr. On va dire que ça va être juste ça. Parce que c'est des périodes, en fait, il y a des périodes qui peuvent être très calmes pour un chef d'entreprise, donc c'est plus de la réflexion, de la vision, donc on peut avoir des journées beaucoup plus allégées, beaucoup moins de suivi, et ça fait partie de mon travail.
Mais il y a des périodes comme celle-là où je dois peut-être mettre un petit peu plus le nez dedans, l'œil dedans pour réorganiser des process. Donc ça fatigue, mais après j'aime ce que je fais. Donc je ne considère pas, même quand je travaille à 2-3 heures du matin avec Marwan sur la V2, on teste. Ça fait partie du jeu, je mets mon réveil, il est 3 heures du matin, je travaille et puis je suis content, enfin, ça ne me gêne pas du tout. Oui. Puis je suis payé à ça. Quand les comptes ont été bloqués en août, quelle a été votre toute première réaction en interne ? J'ai appelé Véronica le matin. Personne n'était au courant parce que j'ai reçu des emails. En fait, j'ai reçu des emails bizarres de Stripe. Oui, comment vous avez découvert ? En fait, il y a eu 4 emails de Stripe qui sont partis. Un chez le développeur Marwan, un après sur mon compte, et après ça a été à la suite parce qu'en fait, il y avait beaucoup de choses connectées. Et en fait, c'est une succession de déconnexions qui sont liées à Stripe. La technologie, Stripe était centrale. Et je me suis dit, oula, c'est pas bon. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la société est en UK, à Londres, parce que moi j'avais mes activités à Londres pendant 7 ans. Et je suis sur l'application UK One, qui est la Digital ID anglaise. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand il y a ce genre de problème qui arrive, ça met un strike-off sur la société, une sorte de blâme sur la société, mais aussi sur moi. Parce que j'ai une procédure de justice en cours. C'est rien, hein, c'est juste une convocation du sorte de tribunal de commerce de Londres qui m'a demandé d'expliquer. Alors c'est fait, où j'ai envoyé toutes les preuves comme quoi il n'y avait pas mon pénis publiquement affiché en ligne. Et du coup, j'ai pu sortir de cette situation. Mais en fait, dès que c'est arrivé, ça bloque Stripe, les comptes bancaires, processeurs de paiement, technologie, enfin à peu près tout. Donc j'ai appelé Véronica, je lui ai dit écoutez, je ne sais pas ce qui se passe pour le moment. Et c'est arrivé le 28. Et au premier, je paye tout le monde. Oui. Donc je lui ai dit là, faites-moi les factures ce matin. On fait partir tous les paiements aujourd'hui. Parce que j'ai Stripe qui est bizarre. Là, même sur l'équivalent de société.com en UK, en fait, il y avait un strike-off sur ma société. Donc, en fait, j'ai vidé le compte de la boîte pour payer tout le monde, pour être sûr. Je me dis, OK, le mois d'août, il est payé. Et on verra après ce qui se passe. Et je n'ai pas manqué. 48 heures plus tard, le compte, la banque, message, ils doivent contrôler toutes les factures, tout. Donc, pendant 7 jours, on va bloquer vos paiements, etc. C'est que mesure temporaire. De 7 jours, on passe à 21. Donc, tout est rentré en ordre, parce que du coup, on était en ordre. Mais voilà, la première chose que j'ai fait, appeler Véronica, la prévenir, payer tout le monde, m'assurer que la production du service était intacte. Et après, le reste, on résout au fur et à mesure du temps. Vous vous souvenez du moment exact où vous avez compris que la situation allait devenir sérieuse ? Ouais. Je venais de me réveiller le matin, j'étais en pyjama, j'étais dans ma cuisine. Et j'ai fait une vidéo explicative. Toi, tu l'as vu, cette vidéo, on mettra un extrait. Mesdames et messieurs, il y a un énorme problème en location courte durée. Et je commence à comprendre pourquoi les gouvernements, même les grosses entreprises, serrent la vis de tous les côtés. Ça devient limite même un peu invivable à vivre. Mais en fait, je comprends. En fait, on vit dans un monde où on pourrait avoir limite tout gratuit. Mais quand je vous dis tout gratuit, ça pourrait être buffet à volonté pour tout le monde. Ça pourrait être technologiquement une apogée pour tout le monde. Mais en fait, on ne peut pas. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment une personne s'est dit, je vais gagner de l'argent en vendant des services sexuels avec Albert, quoi. Et j'en croyais pas mes oreilles. C'est plus ce côté-là qui m'a embêté. Et surtout, en fait, quand c'est arrivé, moi, Stripe m'a donné le compte connecté qui avait des activités bizarres. Donc moi, j'ai appelé la cliente. Je me suis entretenu avec elle, etc. Et rien à foutre. Elle en avait rien à foutre. Elle, en plus, c'est horrible parce que, et ça, c'est un autre détail que les clients n'ont pas vu, toutes les commandes d'Albert Extra du mois de juillet, c'est-à-dire à peu près 18 000 et quelques euros, c'est moi qui les ai payés. Parce qu'en fait, Stripe, ce qu'il a fait, il a bloqué. En fait, tout l'argent allait chez les vendeurs, les revendeurs. Sauf que moi, les gens, ils payaient. Donc, il y avait 17 000 et quelques. Donc, après, le dernier jour, ça faisait 18 000. L'argent était chez Stripe, mais Stripe se servait sur mon compte de société pour payer les gestionnaires, en fait. Et sauf que moi, cet argent, en fait, il n'arrivait pas à alimenter sur le compte. Donc, il a été bloqué pendant 3 mois. Et moi, j'ai payé tout le monde, enfin, toutes les commandes d'Albert Extra, de tout le monde, etc.
Donc c'est plus ça, et la personne en avait strictement rien à faire. Au contraire, pour elle, il n'y avait pas de mal avant de ça. Et puis massage, fellation, etc. C'était au menu, quoi. Ouais. Et j'étais au milieu. Ok. Et dernière question sur ce sujet. Qu'est-ce qui vous a le plus inquiété ? La technique, l'impact pour les clients ou la réputation d'Albert ? C'est très lié, un mix des trois, dans le sens que, on va commencer par la réputation. Je veux pas qu'Albert soit associé à quelconque activité illégale, dans le sens qu'on n'en fait pas, on n'a pas prévu d'en faire, et si on en faisait, on vivrait beaucoup mieux. Voilà, on va pas se le cacher. Ça serait. Et j'ai été contacté justement par plein de centres d'appel, justement, qui font des arnaques, etc., justement pour avoir un peu cette réputation. Donc, oui, un peu le fait de perdre ce côté trust, confiance que les gens ont. Et puis même, c'est bizarre de vendre des services sexuels de ce côté-là. Je voulais pas. Les clients, pas spécialement, parce qu'on fournit le service en temps et en heure. Donc, outre le fait qu'ils pourraient peut-être avoir des doutes sur le fait que Gary fait des choses bizarres à côté, le service, il est intact. Et le reste, la technicité, non, parce que j'ai confiance en toi en tant que customer success pour assurer tout le monde, Marwan, le développeur, pour réparer ça, reconnecter tout pour que ça marche. Donc, on est unis, en fait, on est une équipe, c'est aussi ça le but. Moi, je ne résous pas tous les problèmes tout seul. Donc, ça va. Quand on est bien entouré, ça va. Ok. Maintenant, j'ai des questions un peu plus stratégiques et orientées CEO. Okay. La plus grande erreur que font les gestionnaires aujourd'hui pour vous ? Il y en a, ils ont quand même des appartements qui nécessitent beaucoup de travail pour pas gagner grand-chose. Ok. Alors, je suis pas dans leur comptabilité, je suis personne sur le travail, etc. Mais je vois quand même des appartements qui peuvent être un peu compliqués à gérer au quotidien et qui doivent gagner entre 100 et 200 balles pour devoir le gérer. Ça fait quand même beaucoup d'énergie et de soucis. Donc, ce que je recommanderais aux gestionnaires, c'est quand même aller à la simplicité parfois. Aussi bien pour la paix d'esprit, sans parler de déléguer un service client. Là, c'est pas une pub, c'est juste, il y a des appartements, ils sont trop compliqués à gérer pour le gain qu'il y a, avec ou sans service client, avec ou sans tous les outils numériques. Et parfois, faire le ménage, faire le ménage dans le sens nettoyer son parc immobilier, c'est nécessaire et c'est important. Et c'est plus ça, ils ont peur de faire du ménage parfois. Ok. Par rapport à la V2, si vous pouviez nous en parler un peu plus en détail, ce dont vous êtes le plus fier dans cette V2 ? J'ai pu faire tout ce que je voulais faire, de ce que je voulais mettre en place en 2022 quand j'ai commencé Albert. Okay. Lorsqu'on commence une boîte, et surtout un projet comme celui-là, on va aller au minimum viable product, on va mettre le minimum en budget, on va avoir un site, une base de données. Mais aussi, lorsqu'on va vouloir développer, on va être bloqué financièrement. Forcément, parce que le chiffre d'affaires de la boîte ne permettait pas de mettre 60 000 balles là, comme on a mis rien que dans un front-end, plus un back-end. C'est très compliqué de se dire on va mettre 100 ou 200 000 euros dans du développement de technologie dès le début. Et en fait, la V2 est un peu cette concrétisation de OK, là, on a eu la chance, entre guillemets, de performer et d'avoir cette vision et maintenant de la mettre à contribution, et ce qui nous permet aussi de mettre en place des nouveautés et de prévoir plein de nouvelles choses pour l'avenir. Qu'est-ce que les clients sous-estiment encore ? Les ambitions d'Albert, dans le sens que je ne demande pas aux clients particulièrement de faire le marketing d'Albert, mais le bouche à oreille qu'ils peuvent avoir à Albert, je préfère les rassurer que c'est un projet qui est pour nous, parce que moi je suis client aussi d'Albert. Et mon but, c'est d'améliorer Albert. Et je n'aurais pas eu ce problème de processeur de paiement qui a craché de plusieurs dizaines de milliers d'euros la trésorerie parce qu'on a dû réparer des trucs, on a eu des trous à droite et à gauche. On aurait pu mettre un channel manager gratuitement chez Albert. Ok. C'est-à-dire qu'on aurait pu offrir au marché, c'est toujours mon souhait, si on arrive à atteindre les objectifs, l'objectif des 10 000 annonces chez Albert, je ne pense pas qu'il y aura un outil technologique qui sera autrement utile qu'Albert. Parce que je serais prêt à développer l'intégralité des outils technologiques gratuitement et le ferai gratuitement. Parce qu'on a le personnel en place, qu'on paye tous les mois dans tous les cas. Et on a la chance d'être une boîte pirate. Je suis le seul propriétaire de la société de toutes les parts, donc on peut avancer très vite. Il suffit qu'une décision pour que ça aille vite. C'est pas comme les gros channel managers ou les grosses entreprises qui, eux, pour bouger, doivent avoir des investisseurs parce qu'ils ont levé des fonds, etc.
Et ce channel manager est fini à quasiment 80%, mais je n'ai pas les moyens de le finir pour le moment. Ok. Donc c'est juste ça, je veux que les clients comprennent que là, avec la V2, j'aurais pu avoir une nouvelle Porsche, mais je ne le fais pas parce que justement, je veux leur prouver aussi que malgré tout, on améliore les choses et que le but d'Albert, c'est toujours de s'améliorer, grandir et pourquoi pas devenir un leader. Ok. Dans le sens où c'est aussi un credo que j'ai dans ce que je fais. Quand j'étais pâtissier, je voulais pas être un pâtissier boulanger de merde, je voulais être chef étoilé. Quand j'étais promoteur de boîte de nuit, je voulais travailler avec Jason Derulo, Wiz Khalifa, etc. C'est ce que j'ai fait. Et surtout, avec Albert, là, j'aimerais vraiment avoir un outil, pas qui écrase tout le monde, ce serait mauvaise langue, parce qu'il y a des très bons outils, mais qui propose enfin une solution complètement gratuite. Il est temps qu'en 2026, on puisse gérer des locations courte durée sans payer quoi que ce soit. Et ça serait mon kiff. Ok. Comment est-ce qu'on fait pour grossir l'entreprise tout en gardant la qualité du service? Grâce à toi. Alors, grâce à tous les processus qu'on met en place, aussi bien dans le confort de l'onboarding, mais aussi dans le suivi, chose qui, pendant une période, je ne dis pas qu'elle n'était pas très bien fait, mais oui, c'était pas très bien fait, mais c'était aussi négligé. Okay. Et c'était de notre faute, déjà parce qu'en fait, les rendements ne permettaient pas spécialement aussi de mettre les meilleures personnes au meilleur endroit. Mais pour être honnête, les 2 premières années, 2 ans et demi, on n'avait pas de concurrents sur le marché. Et on a un marketing ou une gestion quand même différent. Quand il n'y a pas d'autres concurrents, on est le seul sur le marché, que quand il y a des dizaines de concurrents où justement là, tout l'impact client est important. Je ne dis pas qu'il fallait le négliger dès le début, etc. Mais c'était un acte qu'on n'avait pas spécialement besoin, entre guillemets, trop poussé. Chose que là, on l'a mis au cœur du métier et je veux que ça soit une expérience waouh. Si un jour Albert part à l'étranger, il gagne grâce à quoi? Son package d'offres. Une offre simple, ultra abordable, qui répond à un besoin précis. Et surtout avec la V2, c'est la multiplication des tâches. Donc vraiment, le but, c'est de vraiment être à 360 dans l'écosystème. Donc je ne suis pas inquiet sur la qualité. Et d'ailleurs, notre but aussi, c'est dès 2026 d'aller sur le marché anglophone. On a déjà construit les équipes pour, les plateaux pour. Et d'aller sur ce marché, je pense que c'est un marché extrêmement compétitif, peut-être beaucoup plus dur que le marché français. Mais je pense qu'il y a de quoi faire, on peut s'amuser. La pensée que vous avez dû supprimer pour devenir un meilleur leader? Partir du principe que les gens veulent bien faire. Parce qu'au final, les gens veulent juste être payés la plupart et ne veulent pas bien faire. Et c'est une pensée que j'ai dû m'enlever de la tête. C'est pas parce que tu payes bien quelqu'un qui va vouloir bien faire son travail. C'est pas parce que quelqu'un est excellent ailleurs ou a du talent ailleurs dans une autre boîte qui mettra ce talent à disposition dans ta société. Et ces pensées sont combinées, c'est-à-dire la confiance en l'être humain sur la vision qu'il pourrait avoir dans ma société. C'est cette pensée que j'ai dû enlever et être beaucoup plus rigide dessus au quotidien. Ok. Quel conseil vous donneriez à un entrepreneur qui lance un SaaS? C'est une industrie qui est extrêmement compétitive et qui doit garder un œil sur toutes ces métriques. Et attention, la métrique la plus importante, ce n'est pas spécialement le MRR, le revenu récurrent mensuel. Ça va être aussi le churn, les pertes des abonnements, la rétention des abonnements, la durée des abonnements, la valeur du panier moyen. Tout ça, ce sont des métriques qui font qu'un SaaS peut être successful, qu'il peut avoir du succès et surtout se focaliser sur l'EBITDA. Parce que faire du chiffre, ce n'est pas spécialement dur, mais par contre, ensuite, faire du bénéfice, avoir une marge qui permet de créer une équipe, mais aussi avoir du bénéfice, parce qu'on n'est pas des bénévoles non plus. C'est ça qui va être le plus dur dans un SaaS en interne. Et si on résout un bon problème, on gagne de l'argent. Mais attention, le marché va changer. Je ne pense pas que d'ici 1 an ou 2 ans, on parlera encore de SaaS, Software as Services. On parlera toujours de SaaS, mais de Success as Services. C'est-à-dire on ne proposera plus un logiciel pour proposer un logiciel, on proposera un succès. Parce qu'en fait, avec la technologie, avec l'IA, tout le monde sera capable d'avoir, entre guillemets, les mêmes technologies, développer les mêmes outils de développement avec les codes, etc. Donc, les prochaines entreprises, elles seront basées sur le succès de leurs clients, que ce soit par exemple une solution qui gère les prêts en location courte durée. Ce ne sera plus maintenant laquelle, entre guillemets, la plus simple ou quoi que ce soit, laquelle apporte le meilleur succès. Donc, on sera dans le succès as services. C'est le monde de demain dans lequel on va aller. Ok. Pour revenir sur la V2, le message que vous voulez que les clients retiennent de la V2? Plus humain que jamais. Le but de la V2, c'est qu'on
on prouve à tout le monde que la technologie et l'humain peuvent marcher de manière hybride, mais sans effacer l'humain. Je ne pense pas que le monde de demain dans lequel les gens pensent qu'ils ont envie de vivre 100% IA soit un monde dans lequel ils ont envie de vivre, quand on y réfléchit. Et justement, quel rôle joue l'IA dans la V2 ? Alors, dans la structuration des données internes et dans l'arborescence des scénarios, à aucun moment l'IA va répondre en autonomie. Nous, le but, c'est déjà qu'elle suggère les réponses aux agents, qu'elle enregistre toutes les conversations qu'on a pour toujours suggérer des meilleures réponses. Le but, c'est que l'IA crée des arborescences de scénarios de plus en plus poussées pour que l'agent ait de moins en moins à se concentrer vraiment sur l'information, mais plus sur la qualité de l'humeur de la conversation, tout ce qui est humain. Est-ce que le voyageur va aimer l'interaction ? Est-ce qu'elle va être agréable ? Est-ce qu'elle va correspondre à son besoin ? Plus que la qualité de l'information, parce que du coup, maintenant, tout est suggéré et l'IA est quand même capable de lire la fiche beaucoup plus rapidement qu'un humain. Donc voilà ce qu'on a voulu faire, mais surtout amplifier l'humain grâce à la technologie. Le but, c'est pas de la remplacer. Et même là, on va passer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le but, c'est de conserver de l'humain. Parce qu'on a fait un pas en arrière cet été. On avait une technologie d'IA qui prenait le relais la nuit. Oui. Et justement, cette technologie, on a remarqué qu'elle nous causait parfois plus de problèmes qu'autre chose, mais surtout le matin aussi à relire toutes les conversations qu'elle aurait pu avoir, qui sont parfois à côté de la plaque, que Airbnb prend comme responsable ou comme preuve. Donc si l'IA a dit n'importe quoi, derrière, c'est nous qui prenons aussi la responsabilité du message. Donc vraiment avoir quelque chose, tant que l'IA n'est pas capable vraiment de faire pas autant d'erreurs qu'un humain ou de gérer certains aspects beaucoup plus techniques, parce que renvoyer un mot de passe Wi-Fi, il n'y a rien de dur. Je souhaite garder l'humain au cœur de l'expérience. Votre vision pour Albert d'ici 2-3 ans ? Le but, c'est d'être sur plusieurs marchés et de mettre Albert en solution premium. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans un monde qui sera très technologique. Je ne doute pas que même tous les channel managers ont déjà travaillé des technologies d'IA, même peut-être les plateformes Airbnb et Booking. Mais justement, aller plus dans une expérience beaucoup plus premium au sein d'Albert, beaucoup plus humaine. Alors, je sais qu'il y aura certainement, au fur et à mesure du temps, beaucoup plus d'adeptes à l'IA qu'au traitement humain, je suis même sûr et certain. Mais comme on trouve toujours des accueils physiques, etc., il y aura toujours un peu une niche de personnes qui souhaiteront travailler avec l'humain pour aussi garder ce côté humain, non seulement pour leurs voyageurs, mais pour eux à gérer au quotidien. Et on va revenir sur un autre point, c'est que c'est très bien, mais moi, mes agents, ce sont le genre de personnes à louer des appartements à 50 € la nuit. Ouais. Si demain, on enlève des salaires à ces gens-là, c'est qui va réserver vos appartements à 50 € la nuit ? En fait, c'est les employés qui payent l'économie. Donc oui, on peut enlever des employés, mettre de l'IA, etc. Mais mes agents, ce sont des clients, peut-être de vos appartements. Donc c'est aussi ce rapport-là qui est extrêmement important et que les gens peut-être ne s'en rendent pas compte. Donc voilà pourquoi je veux le protéger. Qu'est-ce qui distingue un bon leader aujourd'hui, selon vous ? La fiabilité. C'est uniquement ça. Je pense que si on est fiable, peu importe le domaine, on peut réussir parce que les gens ne réagissent pas pareil quand ils sont en face de quelqu'un de fiable. Comment on peut devenir chef étoilé en 4 ans ? Parce qu'on est fiable. Et du coup, les gens vont nous donner du contexte très rapidement pour progresser très rapidement. Comment on travaille très rapidement avec des très grosses entreprises dans le monde de la nuit à travers le monde ? Parce qu'on est fiable. Et justement, c'est des milieux où il faut être extrêmement fiable parce qu'on paye vraiment un prix très cher si on n'a pas cette fiabilité. Et dans Albert, c'est à peu près pareil. Quand on a une offre qui n'a pas d'engagement, la seule chose qui tient, c'est la fiabilité. Parce que nous, c'est quelques kiloprorata journalier. Donc, du jour au lendemain, les gens peuvent arrêter. Ouais. Et le business ne tiendrait pas 4 ans si on n'était pas fiable. Donc, soyez fiable. Proposez quelque chose sur le marché qui fonctionne et soyez fiable derrière. Et vous gagnerez de l'argent. N'importe qui pourrait gagner de l'argent, en fait. Comment gérez-vous la solitude du CEO ? La solitude du CEO ne me gêne pas particulièrement parce que j'aime être seul quand je travaille dans mon écosystème. Après, dans ma vie personnelle, ça dépend de chacun. C'est un peu un choix d'être seul. Si on veut s'entourer ou pas. Il y en a, ils disent le monde il est dur, je ne peux pas trouver d'amis. Ou il y en a, le monde il est dur, les filles sont méchantes, je ne peux pas trouver de filles. C'est un autre travail de développement personnel et je pense que
voilà, la solitude est aussi un miroir de qui on est vraiment, parce que quand on est quelqu'un entre guillemets d'agréable, ou on a des gens qui nous écrivent, on peut avoir des activités sportives, charnelles ou peu importe. Donc ça, le côté solitude, c'est plus quand il y a une merde. On peut pas vraiment en parler parce que les gens peuvent se retourner contre vous. Donc c'est plus cette solitude d'information qu'on peut pas trop partager. Mais chez Albert, j'ai la chance quand même d'avoir Véronica, toi et Marwan, où je peux vous dire les choses plus ou moins sans filtre, parce que vous êtes crucial pour l'entreprise, vous êtes au board et ensuite il y a les agents. Donc, mais il n'y a pas vraiment de solitude. Ça, c'est plus une perception que les gens pourraient avoir au quotidien. D'accord. Qu'est-ce qui vous motive réellement au quotidien ? Alors au début, moi j'ai fait l'effort de travailler gratuitement pour Albert quand elle n'était pas rentable, etc. Oui. Mais là, la boîte, elle tourne, j'ai investi, je travaille quand même dessus. Je vais être payé. En fait, c'est horrible, mais tous les trucs que j'aime faire dans la vie, je ne peux pas les monétiser. Ou je ne peux pas arriver à un niveau de monétisation. J'aime chanter, j'aime danser, j'aime faire des trucs bizarres, et à aucun moment je peux mettre une carte bleue sur ces trucs-là. Donc, moi, il faut qu'Albert, ce soit un projet qui me plaît, qui soit léger, enfin mes projets professionnels, mais il faut que ça soit un projet rentable, et surtout un projet rentable montre aussi la bienfaisance du business. Donc pour moi aussi, c'est une preuve, oui, je peux être orienté argent, et les gens qui regardent ça, ils doivent se dire « Oh mon Dieu, capitaliste, c'est horrible ». Mais je considère que je gagne de l'argent de manière éthique. Je joue avec le temps et l'argent de personne, et je pense que c'est ce qui compte le plus. D'accord. Comment vous gérez le stress d'un investissement aussi lourd ? La confiance en mes équipes. J'espère que l'envers du décor sera aussi beau que la façade. On va dire que c'est ça. Une fois qu'on a quand même confiance en ces process, aux équipes avec qui on est, et en fait, c'est lié. J'aurais pas investi dans un tout nouvel outil de ce niveau-là si derrière, j'avais pas les équipes qui allaient pouvoir l'utiliser correctement ou exploiter le plein potentiel. Ce serait juste du maquillage et ça servira à rien parce que les gens s'en rendraient compte. C'est lié et c'est une réaction en chaîne. Et là, rien qu'aussi le fait de mettre une V2, ça fait une réaction en chaîne parce que les agents ils travaillent sur un nouvel outil. Ils sont contents parce que le nouvel outil il est plus rapide que l'autre et ça va les motiver à mieux travailler. Ils vont se rendre compte qu'on s'intéresse à eux. Toi aussi, dans ton processus de Customer Success, on a refait le processus. Ça t'améliore aussi tes conditions de travail, peut-être la processus. Donc, c'est lié. Il n'y a pas vraiment de peur d'investissement. Et si je me plante, c'est pour ma pomme dans tous les cas. On s'en fout. Ouais. Donc, Ok. Quel feedback client a façonné la V2 ? S'il y en a. Tous, en fait. Tu les vois, le Typeform, le formulaire Typeform qu'on envoie tous les 3 mois. Oui. On a des retours. On a des très bons retours, on a des mauvais retours. Et plus les retours technologiques, la dernière fiche justement de questions était plus orientée axe, celle qu'on a fait avant l'été et après l'été, était plus orientée axe technologique, support qu'on avait. Et du coup, ça a été retenu, ça a été sélectionné, on a testé des choses et du coup, on a essayé d'expliquer au maximum ce que voulait le client parce qu'au final, c'est lui qui paye et il peut avoir aussi cette vision parce qu'on a des clients qui sont incroyables chez Albert, ils sont meilleurs entre guillemets que moi aussi en location courte durée. Donc, on apprend de tous et on essaye de mettre en place les meilleurs outils. Tout à fait. En quoi Albert n'est pas un simple service client ? Alors, c'est pas un simple service client parce qu'on va être le lion de l'activité. On va être au milieu des femmes de ménage, des services techniques. Et le but, nous, c'est d'enlever un maximum de notifications. Donc, notification ne veut pas dire que notification, 1, 2, 3, notification voyageur. Oui. Ça veut dire aussi notification résiduelle des problèmes, interventions techniques, avis. Tout ça, ce sont des choses qu'on va gérer. Aussi bien l'aspect commercial, préapprobation, demande de réservation, renvoi de demande de réservation. Ce sont des notifications qu'on traite, même s'il n'y a pas vraiment d'échange de conversation à la plupart du temps. Ça peut être juste des notifications qu'on valide, on contrôle des profils. Ça fait partie des choses à faire au quotidien et on les fait. Qu'est-ce qui vous empêche d'être 10 fois meilleur ? L'équipe. C'est horrible ce que je suis en train de dire, mais là, on a un niveau avec Albert, le plateau, aller à 10 fois plus de logements, c'est-à-dire 60 000 logements actifs. L'équipe, je pense qu'il faudra un autre CEO, une personne même beaucoup plus compétente que moi pour tenir une croissance à x10. Okay. Et c'est une restructuration
pas que d'outils, ça peut être aussi d'outils internes. Alors nous, on a notre propre outil de BO, de back-office, mais je pense que c'est une autre structure pour aller chercher. Et puis là, on parlerait de sociétés qui feraient 15-20 millions par an. C'est d'autres sociétés que moi, j'ai jamais construites. On ne va pas se le cacher, j'ai jamais eu de boîte qui faisait ces chiffres-là. Donc, c'est quand même un peu abstrait pour moi même de répondre à cette question. Ok. Pour revenir sur la V2, pourquoi la V2 maintenant ? On peut rien construire sur quelque chose d'un peu bancal. Alors, je dis pas ce qu'on avait avant, c'était bancal et du bricolage, mais c'était fait avec le budget de l'époque. Oui. C'était fait avec la vision de l'époque. C'est-à-dire que nous, ce site, cette base de données, il y avait 600 annonces au début. Même pas, il y avait 340 et des patates quand j'ai signé le devis pour construire un nouveau site. Parce qu'au début, c'était pas un site, c'était juste un truc, un formulaire de paiement. C'était pas bâti pour, en fait. Et même au début, la vision d'Albert j'avais pas en tête d'avoir autant de logements. Et je ne pensais pas que ça allait marcher de cette manière-là. Donc, il était normal. Là, on arrive quand même, c'est un retard, je pense. Il était nécessaire, après 3 ans, de remettre un coup de propre. Ça va faire 4 ans que la boîte est lancée. C'était important aussi de montrer aux clients, de dire, il y a un coup de neuf, on avance. Surtout qu'il y a beaucoup de nouveautés qu'on peut implémenter, qu'on ne pouvait pas implémenter avec notre ancienne technologie. Donc, ça permet aussi d'avoir un éventail plus grand de possibilités, d'adaptation au nouveau marché. Donc, voilà. Et justement, qu'est-ce qui vous surprend le plus dans cette V2 ? Et les possibilités. On vit dans un monde qui est de plus en plus connecté et intra-service connecté. Et c'est là où ça va être intéressant. Alors avant, on avait une bonne technologie d'API, mais là, vraiment, on va avoir quelque chose d'ultra malléable, connectable, vraiment à plein d'outils, sous-outils, pour en fait vraiment avoir cet outil vraiment open source qu'on va avoir et qu'on va proposer. Et ça sera vraiment stylé sur le marché. Quel est le moment où vous vous êtes dit on doit tout reconstruire ? En mai, déjà. En mai, parce que 2025 en fait, a été une bonne année. On a un bon rythme de croisière. Tout se passait bien. On a quand même réussi à stabiliser très bien les métriques d'Albert. Et je me suis dit, il faut apporter un nouveau truc. Et en fait, moi, mon nouveau souhait, c'était non seulement une nouvelle technologie, mais un channel manager. En fait, c'était l'apothéose d'Albert. C'était fermer la boucle gratuite. Parce qu'il y en a, ils méritent. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, pas de paiement sur toute la technologie. La technologie au service de l'humain, comment est-ce que vous l'appliquez chez Albert ? C'est une balance qui est extrêmement compliquée parce que moi, je veux tout leur donner aux agents. Je veux leur donner le plus grand confort de travail, le plus grand confort de gestion, que ce soit aussi bien dans l'open space, dans les bureaux dans lesquels ils travaillent, mais aussi dans la qualité d'outils sur lesquels ils travaillent. Le problème, c'est que les gens, plus tu leur donnes des outils, plus ils peuvent être un peu feignants. Oui. Et ça me fait un peu peur dans le sens où au début, on avait une technologie d'IA, justement, qui était plus automatisée, qui dégrossissait les messages. Et en fait, les agents, ils la mettaient un peu plus avec le confidence score et eux, ils travaillaient un peu moins. Et c'est ça qui va être très compliqué à gérer, entre guillemets, c'est cette adaptation de que les gens n'abusent pas de la technologie, qu'on reste sérieux sur notre capital humain. Donc, c'est plus ça dans la V2 qui peut être pas préjudiciable, mais technique à mettre en place et créer ce point de fusion de confiance entre l'humain et l'IA pour que l'humain ne se débarrasse pas de son travail sur l'IA. Voilà. Et justement, quel est votre plus grand défi technique et plus grand défi humain ? Le plus grand défi technique, la coordination, plateau d'appel, message, centralisation des technologies. Ça a été extrêmement compliqué pour nous de migrer de hardware à software avec toute la technologie qu'on a, les numéros de téléphone, les emails, les comptes Airbnb. Très, très difficile à organiser, mais du coup, avec le temps, avec le budget aussi, on peut se permettre de créer nos propres outils qui nous connectent, nos plugins, etc. Donc, ça mâche le travail quand même. Ok. Si vous deviez retenir une seule amélioration de la V2, quelle serait-elle ? Elle n'est même pas pour les clients, elle est pour les agents. On a mis à jour le plateau d'appel. Les messages, les SMS. En fait, ils ont une nouvelle vision beaucoup plus épurée. Les suggestions sont beaucoup plus simples. Avant, ils devaient cliquer sur une petite baguette, ça mettait un message, suggérer. Maintenant, ça met les suggestions automatiques. Ils ont 3 meilleures suggestions. Ça relie toute la conversation. Donc, même si c'est une conversation qui date depuis très longtemps, on a tout. Et c'est plus cette évaluation que je suis fier, parce que plus les agents vont s'adapter à ça, plus le service, entre guillemets, aura moins en moins d'erreurs, plus qualitatif, plus rapide.
les agents seront mieux pour travailler, les clients auront une meilleure qualité de service. Donc, c'est même pas visible. C'est ingrat, mais c'est même pas visible, la meilleure infrastructure. Maintenant, j'aimerais vous poser des questions et avoir votre avis sur des sujets plus d'actualité. Selon vous, quel sera le rôle de l'automatisation d'ici 5 ans ? D'un bon œil, l'automatisation aura pris une toute nouvelle envergure dans nos vies. D'un point de vue réel, je pense qu'on va vivre dans un monde qui sera extrêmement compliqué à vivre parce que on va reprendre l'exemple tout bête dans 5 ans. Si on revient en 1994 avec NAFTA, lorsque les lois internationales ont autorisé justement l'industrialisation des pays du tiers-monde, etc., comme Nike aux Philippines, où par le passé, ils vendaient $60 des paires de chaussures qu'ils produisaient pour 20 €. Ensuite, ils arrivaient à les produire pour 3-4 € aux Philippines, boîte comprise. Et en fait, ces entreprises, ce qu'elles ont fait au quotidien, elles ont augmenté leur marge, elles ont fait x10 sur des chaussures. Ça n'a jamais été réimpacté par le consommateur. Oui. Et l'IA, j'ai peur que ça soit exactement pareil. Les entreprises vont en profiter, vont faire x10, ils vont virer des gens, etc. Mais ce ne sera jamais réimpacté au consommateur, comme les accords de NAFTA de 1994. Donc, je vois d'un très mauvais œil ceci, parce que aussi les gouvernements n'anticipent pas justement ça. Ils font exprès de ne pas anticiper cette transition qui va être extrêmement brutale et précaire pour le monde. Mmh. Et justement, l'IA dans le futur, est-ce que ce serait plutôt allié aux menaces pour les autres ? Il faut prendre du recul sur comment fonctionne le monde et les souhaits des personnes qui ont vraiment un pouvoir sur ce monde, en fait. Parce que nous, notre avis, il ne sert à rien. Les avis des politiciens, il ne sert à rien. Donc, se dire, OK, qui a un pouvoir de décision ? Quelle est leur motivation, mais aussi quelle est leur spiritualité sur le monde ? Et quand tu creuses un petit peu et que tu te rends compte de l'angle de vision des personnes qui sont au pouvoir, que ce soit par leur origine, parce que la plupart ne viennent peut-être pas de cadres difficiles. Ils viennent déjà dans de cadres qui avaient déjà un pouvoir financier, culturel qui était très important dès la naissance. Et l'inégalité sera totale et maximum. Donc je ne le vois pas d'un bon œil. Les gens pensent que c'est un bon œil, mais c'est un cheval de Troie dans nos vies. Mais les gens s'en rendent pas compte. Et je pense qu'il y a un certain côté soumission que l'être humain aime, malheureusement, et qui permet en fait à ce genre de technologie de s'implémenter de manière confortable, sans que les gens s'en rendent compte. Mais ça va leur faire très très mal quand ils vont se rendre compte qu'ils seront vraiment contrôlés par une technologie. Comme l'a montré Stripe cet été, notre problème, qui a été juste géré en fait par des bots et des process technologiques, le monde de demain sera comme ça et je ne pense pas que les gens ont envie d'y vivre. Quel est le plus gros risque aujourd'hui dans la location courte durée ? La sécurité du bien. En France, on est de plus en plus en train de rentrer dans une situation d'austérité sociale. L'austérité sociale, si les gens ne peuvent plus se loger et plus se nourrir, ils vont aller là où ils peuvent se loger, où ils peuvent se nourrir. Et les lois en France sont extrêmement mal faites de ce côté-là. Et j'ai peur que cette austérité s'attaque à Airbnb parce que les gens qui n'ont rien à perdre, eux, ils n'en ont rien à foutre d'aller squatter un Airbnb parce qu'ils n'ont pas envie de dormir dehors. Et ils ne comprennent pas que les propriétaires, ce ne sont pas que des multimilliardaires ou multimillionnaires qui ont des soixantaines d'appartements. Non, ça peut être des gens qui ont juste investi le peu d'économie qu'ils avaient dans un projet pour essayer d'avancer justement dans l'échelle sociale. Et ces squatteurs, ils sont le fléau et j'ai peur que ça touche de plus en plus Airbnb. Donc la sécurité. Ouais. Ok. Comment un hôte peut-il survivre en période de crise ? On en revient à la qualité des logements et des process. Il n'y a que ça. Il n'y a que un bon service, quelque chose d'utile qui protège l'économie. On le voit dans toutes les crises, tout ce qui est inutile pendant le Covid, ça ne sert à rien, personne n'investit dedans, ça se pète la gueule à 90%. Et on vit dans un monde où il y a quand même de plus en plus de merde inutile, malheureusement. Comment vous analysez la guerre ouverte entre les hôtels et les Airbnb ? Il n'y a pas de guerre ouverte parce que les hôtels sont extrêmement puissants, dans le sens c'est détenu par des groupes d'investissement, en général d'assurance, des fonds d'investissement. Et surtout, long terme, eux,
ils sont conçus pour de la location courte durée. Les structures même elles-mêmes du bâtiment sont construites pour accueillir du va-et-vient permanent. L'usure d'un hôtel est faite pour cette activité. Un appartement en copropriété n'est pas fait pour ça. Tout comme une maison qui peut être construite d'une certaine manière, mais aussi lorsqu'on va scaler l'activité, avoir un immeuble avec peut-être 30 chambres ou 30 appart-hôtels, c'est beaucoup plus simple à gérer que 30 appartements éparpillés dans un centre-ville ou même dans une ville. Et avec la technologie qui va avancer, par exemple avec les robots, etc., les hôtels auront une longueur d'avance, mais complète sur le marché, parce que le robot, il sera sur place, il pourra peut-être s'avaler 20 chambres en une journée, chose que la personne qui a un Airbnb, le robot, il va devoir aller d'appart en appart, et ça peut être plus compliqué à gérer. Donc, voilà, il n'y a pas de concurrence pour moi entre les hôtels et Airbnb. Ok. Le tourisme en 2025, plus éthique, plus cher ou plus misérable, selon vous ? En France, malheureusement, plus misérable, c'est un peu dur à dire, mais augmentation des prix, les services n'augmentent pas spécialement, et aussi, outre des zones d'influence comme Paris, Nice ou les grandes villes, Lyon, Bordeaux, où on peut avoir une certaine influence de gens, le reste, c'est quand même des marchés que je pense très difficiles de se positionner. L'austérité en France, la situation n'est pas de bons augures, aussi bien pour les gens qui partent en vacances que pour les gens qui investissent. On ne va pas se le cacher. Donc, je pense que c'est misérable, malheureusement. Ok. L'inflation, augmenter les prix ou augmenter le service ? On arrive toujours, en fait, à cette question... En fait, peu importe que ce soit... La réimpactation du prix sur le client n'est pas toujours la solution, en fait. Et là, on est en train de creuser un trou qui ne répond à rien du tout. Parce qu'augmenter les prix pour faire face à l'inflation, c'est bien, mais ça ne veut pas dire que le voyageur paiera plus cher pour le même service. Au bout d'un moment, il va juste peut-être arrêter de fréquenter cet établissement. Et on en revient en fait à la question que tu as posée avant sur les hôtels. De nos jours, entre un Airbnb qui peut être plus ou moins mal géré avec des avis un peu réticents, ou alors un hôtel 3 ou 4 étoiles qui sont au même prix, où tu peux même peut-être avoir un petit déjeuner inclus. Tu sais qu'il y aura aussi un certain standing de propreté, de gestion. Un peu compliqué à se projeter de manière optimiste sur cette question. Quelques questions par rapport à la location courte durée qui peuvent intéresser les gestionnaires, les propriétaires ou ceux qui veulent se lancer. Donc la location courte durée en 2025, selon vous, est-ce que c'est encore rentable ou c'est un véritable champ de bataille ? Rentabilité. Alors ça dépend comment on prend l'activité. Personnellement, je ne fais pas de sous-location ou de conciergerie. Okay. Donc pour les propriétaires, c'est bien investi. Voilà, il y a quand même toujours moyen d'aller chercher sa marge. Les conciergeries, ça peut être un petit peu plus compliqué parce que vous prenez les 20%, donc il faut quand même faire du volume pour gagner de l'argent. On ne va pas se le cacher. Et on en revient toujours au même. S'il y a des bons appartements bien placés avec un bon système, bonne gestion, vous gagnerez de l'argent. Mais s'il n'y a pas ces 4 piliers-là, ça peut être très chronophage, très difficile dans tous les termes du sens. Financièrement, professionnellement, logistiquement parlant. Donc les critères sont toujours les mêmes. D'accord. Au final. Est-ce qu'un débutant peut encore gagner de l'argent aujourd'hui grâce à la location courte durée ? Un débutant dégourdi. Sinon, non. Ok. Cette histoire de j'y connais rien, j'achète une formation à 200, 500 euros sur Instagram et on y reviendra. Et je vais battre. C'est pas possible. Okay. C'est impossible. Les restrictions qui vont être mises en place vont-elles tuer la moitié des hôtes ? Pas la moitié, mais elles vont en tuer pas mal en fait. Et puis, les restrictions qui sortent tous les 6 mois, tous les ans, on va dire, elles existent depuis un moment en fait. On peut le remarquer depuis 2019 quand ils ont commencé à supprimer les dispositifs d'ACRE aux auto-entrepreneurs qui représentaient une grande partie des effectifs de ménage. Donc, lorsque eux, ils passent de 5 à 25% d'impôts, ça change la donne sur la facturation, ça a un effet répercussion sur le propriétaire. Et en fait, depuis 2019, il y a tous les ans une mini-loi qui pousse encore plus et qui dégrade la rentabilité et le profit de ce genre d'activité. Que ce soit la fin du processus du statut LMNP, là, les femmes de ménage à l'ACRE, puis après la TVA sur les entrepreneurs, puis l'abaissement des plafonds d'impôts. Sans s'en rendre compte, sans qu'on fasse rien du tout, on perd de l'argent. Et ça ne veut pas dire qu'on augmente les prix avec l'inflation. C'est juste l'État qui nous
prend plus d'argent. Ah, j'allais dire qu'il nous baise, mais on mettra un bip. Voilà. Ok. Quelle est la différence entre une LCD amateur et pro? Le système de logistique, rien d'autre. Parce que 2 personnes peuvent avoir le même appartement et on va aller dans l'extrême, un appartement pas ouf, le petit T1, rien de particulier, même pas hyper bien placé, propre, mais sans plus. La seule chose qui peut faire qu'il y en a un qui va fonctionner mieux que l'autre, ça va être les processus de gestion. Comment ils ont une dynamicité de prix, comment ils accueillent leurs voyageurs, comment ils vont gérer la notation. Parce que c'est surtout ça, en fait, Airbnb, c'est une perception qu'ils vont avoir des voyageurs, et plus les voyageurs vont être contents, plus il va être mis en avant sur la plateforme. C'est un jeu de chiffres. Donc, il y a des gestionnaires qui sont bien meilleurs là-dedans, et pourtant, à appartements similaires, les résultats ne peuvent pas être les mêmes. Et c'est ça qui est beau aussi. Ok. Donc, vous avez évoqué juste avant les coachings Instagram. Ouais. Justement, quelle est la plus grosse arnaque que vous ayez identifiée dans ce secteur? Que 99,9% d'entre eux, toutes les informations qu'ils vous fournissent, c'est de la merde. Parce qu'eux-mêmes n'ont même pas accompli les choses qu'ils vous disent. C'est du mensonge. Ils sont assis comme nous derrière des micros à vous parler. Ouais. Mais si vous allez sur société.com, vous verrez que la plupart du temps, ils ont vécu d'affiliation ou de deal, ou qu'il y en a, ils sont même salariés chez d'autres partenaires d'Albert ou solutions technologiques du marché. Et ils n'ont jamais réellement scalé une conciergerie. J'irais même jusqu'à dire qu'ils sont allés shifter sur le coaching parce que justement, leur conciergerie n'était pas assez rentable. Ouais. Moi, j'aurais honte. Mais ça, c'est un point de vue personnel. Il y en a, ils vivent sans honte. Donc justement, pour contrer ça, quel serait selon vous le meilleur modèle de formation? Ça va dépendre des sujets, mais on en revient toujours au même sujet, c'est est-ce que cette personne est crédible? Est-ce que cette personne, peu importe ce qu'elle essaye de t'apprendre, que ça soit faire un gâteau au chocolat, est-ce qu'elle a déjà fait un foutu gâteau au chocolat qui soit mangeable? Est-ce que vous allez écouter sa recette? Pour moi, en fait, c'est la base. Là, on vient au b.a.-ba de l'esprit humain sur la compétence. Oui. Est-ce que cette personne qui parle de gâteau au chocolat a déjà fait un gâteau au chocolat qui est mangeable? Et on va pousser la chose plus loin. Est-ce qu'elle est capable de faire 20 gâteaux? Et faire un gâteau et 20 gâteaux, c'est 2 mondes différents. Oui. Et il y a des personnes qui parlent, qui ont peut-être fait 10 ou 15 ou 20 gâteaux, mais ils n'ont jamais fait peut-être 100 gâteaux ou 200 gâteaux. Et en fait, ils parlent de sujets, mais qu'ils ne maîtrisent pas du tout, qu'ils n'ont jamais accompli et qui pensent avoir une vision dessus parce qu'ils ont peut-être rencontré des personnes ou interviewé des personnes ou même juste croisé des personnes qui avaient ce genre d'écosystème, mais l'envers du décor est tout autre. Et en fait, c'est là, en fait, si vous vendez des coachings, peu importe le domaine, trading, bourse, immobilier, si je suis incapable de voir vos comptes en banque, entreprise, pour vérifier que l'activité a pu grossir sans dépendre d'activités tierces, telles que le coaching ou etc., ou comme moi, mon immobilier, ça serait vous mentir que je l'ai fait sans l'argent de mes activités londoniennes du monde de la nuit. Et plus on creuse, et moi j'ai eu tendance à creuser pas mal de profils. La plupart du temps, il y a eu papa, maman au milieu qu'on adoucit. La plupart du temps, il y a du coaching aussi qui a réglé certaines problématiques ou qui paye leur train de vie. Parce que s'ils devaient vraiment vivre avec l'immobilier sur lequel ils parlent, ce ne seraient pas des gens qui auraient un train de vie agréable à vivre. Ouais. Toute honnêteté. Et donc justement, comment faire pour différencier un vrai expert d'un vendeur de rêve? Si c'est quelqu'un qui vous vend pour 500 € un business model sur les réseaux sociaux, ne vous posez même pas la question, ne l'écoutez même pas. Ok. Alors, et on va aller plus loin. C'est-à-dire que si quelqu'un qui se dit libre financièrement est toujours là à vous pousser à acheter, et même quand ils font une transparence sur leurs résultats, vous vous rendez compte que leurs résultats, quand vous prenez le bénéfice après impôt, etc., et tout ce qu'ils font, et soi-disant c'est des experts, et vous voyez le résultat, vous n'arriverez même pas à vivre en fait avec. Donc en fait, je ne sais même pas pourquoi les écouter, il faut être juste factuel. Si vous les écoutez, la plupart des gens vont finir à vendre des formations. Parce que c'est le seul point de rentabilité. Et je mets au challenge les coachs de montrer leur vie avant de vendre des formations. Moi, je ne vends pas de formation, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Ma vie est publique, mon CV, on le mettra en description, gary.vision.
mon train de vie était toujours excellent. J'ai jamais abusé du déni des gens sur de la réussite. Donc, si les gens avaient cet esprit critique, ils se rendraient compte de ça. Et la réponse va être un peu longue, mais surtout, il n'y en a pas besoin. Et c'est ça que les gens ne se rendent pas compte. Si vous savez faire une chose bien, et quand je dis une chose bien, ça peut être un gâteau au chocolat. Apprenez le processus d'une recette, la criticité de créer un assemblage d'ingrédients. Si vous arrivez à faire ça, et ensuite vous arrivez à le multiplier par 20, vous pouvez créer n'importe quel business dans n'importe quelle industrie. Parce que ce que je fais avec Albert, c'est comme une recette de cuisine. Un peu plus de sucre, un peu plus de farine, un peu plus d'œufs. Et j'essaie que ça ait un équilibre et que ça soit bon. Et tous les business sont exactement pareils. Et il n'y a pas de formation d'Albert pour créer un service client. Il n'y en a toujours pas. Et pourtant, c'est une boîte, à mon avis, qui fait beaucoup plus de chiffres que la plupart des coachs qui vendent des formations à 3 000 – 4 000 euros avec un produit à 19,99 €. Donc, focalisez-vous sur ce que vous voulez faire. Maintenant, en plus, il y a ChatGPT. Impossible que vous ayez besoin d'un coach en business. Vous allez sur Syntra, vous avez un cerveau collectif qui valait 120 000 € par an il y a encore 5 ans, gratuitement aujourd'hui. Vous n'avez pas d'excuse pour dépenser votre argent dans une formation. Okay. Qu'est-ce qui vous met le plus en colère dans ce milieu ? L'hypocrisie et le mensonge. Une bonne hypocrite de mensonge. Le copinage aussi. Parce que, en fait, ce qui se passe, on en revient, ce qui se passe dans le monde micro de l'immobilier, le coaching, etc., c'est ce qui se passe au niveau macro dans les gouvernements. Du copinage par intérêt, qui ne répond pas spécialement à un besoin pour les prospects, etc. Et c'est ça, en fait, qui fait naître pas une haine, parce que moi, j'en ai rien à foutre de leur vie, mais je sais qu'ils ruinent la vie des gens, justement, en faisant toujours miroiter des choses qui ne tiennent pas la route. Et je pense qu'il faut prendre un sérieux recul sur ces gens-là, parce que l'escroc de nos jours, il a une bonne tête. Il a une bonne tête de père de famille, on ne s'en rend pas compte. Et c'est ça le plus dangereux. Et justement, est-ce que vous pensez que certains coachs emploient la peur de l'échec ? Oui, bien sûr, mais c'est leur fonds de commerce. Parce qu'on vit dans un monde, comme je le disais au début, moi, mon plus gros problème, c'est créer des business de valeur. Il faut que ça soit des choses qui apportent une réelle valeur. Mais vu qu'on vit dans un monde où c'est un business d'attention maintenant, plus tu as d'attention, plus tu peux gagner de l'argent. Ils ont compris, en plus, les biais cognitifs, parce qu'ils ont quand même étudié. Il y a des coachs qui se sont spécialisés là-dedans. Ils arrivent à manipuler les émotions, les peurs et la vision que les gens pourraient avoir. En fait, c'est un cheminement qui est ultra vicieux parce qu'ils ont les meilleures stratégies psychologiques pour vendre, mais ils vendent de la merde. Oui. Selon vous, pourquoi les gens préfèrent acheter une formation plutôt que de se lancer ? Parce que c'est des trouillards. Parce qu'en fait, le courage qu'ils ont besoin d'avoir ne vient pas d'eux, il vient de la formation. Et c'est extrêmement dangereux parce qu'à aucun moment, ils se sont posé la question, eux, de est-ce que je peux y arriver sans avoir besoin d'une formation ? Et quand on veut vraiment quelque chose dans la vie, on n'a besoin de rien ou de la volonté. Et je vais aller plus loin. Les personnes, souvent, qui vous vendent ça, observez vraiment leur vie, en fait, leur parcours. Je vais prendre un exemple tout bête. Il y en a un qui est excellent. Parce que pour avoir, en fait, voulu, moi, scaler avec des gens comme ça, je donne un exemple tout bête. Il y a le plus gros influenceur business qui fait, même il y a un nom entrepreneur dans son nom de domaine. Moi, je l'ai contacté parce que je voulais scaler Albert il y a 3 ans. Okay. Donc, j'ai eu un échange avec ses équipes, même avec lui, ou même avec ses équipes. Déjà, l'échange avec ses équipes, il est éclaté. C'est-à-dire qu'on a des gens, c'est du talent 6+. Donc, quand ils parlent sur YouTube, moi, je recrute des experts, des talents, des gens qui font des fautes d'orthographe dans les messages pour un truc qui veulent te vendre 10 000 balles, c'est de la merde. Et en fait, tu regardes leur parcours, dont celui que je parlais, il a fait un film sur sa vie. En fait, il n'y a pas de logo, il n'y a pas de boîte, c'est que du coaching. En fait, les mecs, leur seul succès, il est dans le coaching. T'enlèves le coaching, c'est des SDF. Et c'est la vérité, c'est horrible de dire ça, mais le problème, c'est que l'entrepreneuriat en France est d'une médiocrité absolue parce que la plupart des entrepreneurs ont été coachés par des coachs qui n'ont pas eu de succès dans leur business suffisant. Ils ont eu du succès dans le coaching. Oui. Et en fait, ça crée une naissance et une prolifération d'incompétents qui donnent des conseils à des gens encore plus paumés qu'eux, parce qu'on peut pas être conseillé par quelqu'un qui a un QI inférieur à soi. Et en fait, ils arrivent à se placer, en plus avec les caméras, comme on est en train de faire, une bonne qualité, ça crée une perception de succès, de réussite. Puis ils arrivent bien à parler.
et ça fait vendre et les gens ils tombent dans le panneau alors qu'il n'y a rien. Moi, je vous le garantis, moi je vois des coachs, ils vous vendent des millions d'euros de formation. Nous on gère leurs appartements chez Albert. Il y a Walou. Quel est le conseil le plus dangereux que vous ayez vu circuler en ligne ? Ah, il y en a beaucoup. Bah déjà, en fait, tout ce qui est conseil financier, s'il vous plaît. On va prendre un exemple tout bête. Résidence principale ou pas résidence principale dans l'immobilier. C'est un débat, il existe depuis très longtemps, etc. La personne qui vous en parle, a-t-elle acheté sa résidence principale avec ou sans crédit ? Parce qu'en fait, l'état psychologique n'est pas le même. Est-elle encore locataire ? En fait, il y a tellement de variables et je pense que si une personne n'a pas franchi les 3 axes, c'est-à-dire être locataire, être peut-être propriétaire avec un crédit et être propriétaire sans crédit, pleine propriété pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et attention, pleine propriété ne veut pas dire un studio de 10 mètres carrés. Acheter la résidence qui nous fait plaisir parce que c'est émotionnel. Rien que ça, tu prends 99,9% des gens qui parlent de ce sujet n'ont même pas accompli les 3 trucs. Ouais. Et rien que là, ils devraient juste fermer leur bouche. Donc, pour moi, c'est ce côté-là. Je me dis, mais arrêtez de donner des conseils parce que vous jouez avec le temps, l'énergie des gens. Et ça me brise le cœur parce que le temps et l'énergie, c'est ce qu'il y a de plus important. Et moi, ça me briserait le cœur qu'il y ait un mec qui me conseille sur des choses qu'il n'a pas accomplies parce que je sais que ça sera une erreur. En fait, vous allez perdre du temps, de l'argent et de l'énergie et ça va vous mener nulle part. Voilà. Est-ce qu'on peut vraiment apprendre la LCD aujourd'hui grâce à une formation en ligne ? Oui, on peut tout apprendre grâce aux formations en ligne, mais on en revient toujours au même problème. Est-ce que la personne qui vous enseigne est légitime à vous enseigner ? Est-ce qu'elle vous enseigne d'une manière qui est efficiente et qui va aussi vous apporter des résultats ? Parce que les statistiques, à mon avis, du succès des formations en ligne est extrêmement bas. Et quand on voit la tête des avis clients de ces formations qui sont censées changer la vie des gens, ça fait peur. Oui. Surtout au prix où ils payent leur formation. Donc oui, on peut apprendre avec des formations, même si je pense que c'est obsolète et que ça ne sert plus à rien de nos jours. Ce qui serait plus, c'est un conseiller périodique pour traquer l'avancée, plus que du savoir X ou Y, parce que maintenant, sur Internet, on peut tout avoir accès avec ChatGPT ou Grok. Exactement. Vous nous en avez déjà un peu parlé précédemment, mais avez-vous déjà rencontré des coachs qui promettent des millions en 6 mois ? Alors, peut-être pas des millions, mais on va dire des chiffres très, très attrayants en 6 mois. Et c'est toujours pareil, à mon avis, les chiffres très attrayants en 6 mois, c'est uniquement dans la vente de formation. Il y a des personnes, ça fait très longtemps qu'ils sont dans le coaching. 4, 5, 10 ans même qu'ils sont dans le coaching. Au bout d'un moment, quand ça fait autant de temps que tu es là, tu devrais avoir des avis clients, limite, t'es un dur. J'ai la chance de connaître des gens qui m'aident au quotidien dans mes business. Demain, ils me demandent un avis client. Il est élogieux, je me mets à poil, mais je garantis que cet avis client, il fait 1 million de vues, tout le monde le voit et il est legit à mourir. Ouais. Là, quand je vois les avis clients, les 3/4, vous êtes dans un salon Ikea, toujours, où vous filmez, il n'y a aucune cohérence professionnelle. Pour moi, vous n'êtes pas des businessmen. Et puis, la plupart du temps aussi, même les coachs, moi, je voyais une nana qui faisait un challenge, elle se filme dans sa cuisine, il y a son autocuiseur de riz qui est derrière, etc. Je me demande à quel moment, en voyant le live, ils se disent elle, je vais l'écouter. Elle a réussi. Parce qu'elle est là dans son studio de 25 mètres carrés où on voit qu'elle est dans son salon, il y a la cuisine derrière, l'autocuiseur, il y a le chat qui se balade. À quel moment tu te dis, si j'écoute ses conseils, moi, je vais réussir. Et c'est ce déni total des gens, moi, qui me fascine quand je vois aussi ces challenges. Les gens, ils sont dans le déni total et puis ça me brise un peu le cœur. C'est mon côté humaniste qui ressort, je sais pas. J'ai 2 dernières questions sur ce sujet. Les formations à 2 000 €, investissement ou illusion selon vous ? Illusion. 2 000 €, c'est rien. Et justement, en fait, c'est là où c'est toute la beauté de l'entrepreneur. Il doit apprendre à parler. Il doit apprendre à séduire, entre guillemets. Mais pas à séduire, là, ils vont dire séduire des femmes et que ça. Non. Séduire peut-être des personnes qui ont l'information qu'on souhaite et qui vont nous la donner gratuitement. C'est une requête qui est indispensable parce que on ne pourra jamais toujours payer le prochain conseil dans le business. Ce sera toujours trop cher. Oui. Et le but, c'est
d'avoir un cerveau collectif. Attention, un cerveau collectif, c'est pas ces vieux séminaires à 2 balles où vous avez tous vos concurrents qui sont assis l'un à côté de l'autre et vous écoutez la même information que tous vos concurrents. Donc, il n'y a pas d'information mystère là-dedans. C'est nul. Mais c'est au moins d'arriver, peut-être, si vous avez une personne qui a 40, 60, 80 biens, qui a les objectifs que vous voulez, à connecter avec elle de manière à, parfois, lui soutirer une information qui peut être capitale pour vous. Et ce talent et ce don est nécessaire pour un entrepreneur, peu importe où il est. Et en fait, ça ne coûte pas 2 000 €. Bon, Dan Carnegie a fait un très bon livre, Comment se faire des amis et influencer les autres. Et il est suffisamment complet juste pour être tolérable. Le but, c'est pas d'être aimé. Il y a plein de gens qui vous détesteront. Mais juste être tolérable et surtout se faire tolérer des personnes qui pourraient vous apprendre quelque chose. Et à ce moment-là, vous coupez toute la chaîne de formation qui est parfois avec un conflit d'intérêt de la personne juste à vous prendre votre argent, plus que vous faire réussir. Donc ça, c'est humain et c'est un biais cognitif à développer. Oui. Et dernière question, les influenceurs à Lamborghini sur Instagram, motivation ou toxicité ? Toujours pareil. Est-ce qu'elle est à eux, la Lamborghini ? Je pense pas. C'est souvent loué. C'est une location. Voilà. Dans quel cadre c'est fait ? S'ils ont pris leur petit séjour à Dubaï pour faire ça en visa touriste, etc. Mais en fait, c'est un peu prétentieux, mais quand tu as avancé dans le business, ils sont invisibles, ces gens-là, parce que tu sais que c'est faux. Tu sais que c'est complètement faux. Dans leurs yeux, dans leur manière de parler, dans le choix même de la voiture, de la montre aussi. Des montres qu'ils choisissent, tout ça, ça se voit et ils détruisent plus qu'autre chose parce qu'ils donnent une fausse perception de la réalité qui est fausse. Parce que eux, ils sont pas arrivés en fait, peut-être au niveau financier. Donc les gens vont les croire sur des fausses croyances, des fausses éloges, autoproclamés la plupart du temps, très dangereux, intraçables, improuvables. Et en fait, ça crée une génération anxieuse, déçue, parce que quand tu te fais arnaquer, tu es déçu et tu te rends compte que le monde, en fait, ça peut être une arnaque. Et ça te renferme sur toi-même et c'est plus que destructeur qu'autre chose. Et c'est d'ailleurs pour ça que je tiens Albert extrêmement loin des salons et de tout ça. Parce que l'envers du décor des salons, c'est ça, ce sont des gens qui payent pour être speaker, où il y a du copinage pour aussi bien être présent au salon, pour monter sur scène, que pour aussi avoir des prix. Élu meilleure technologie innovative de service client. Je ne sais pas, mais j'ai regardé en août son site, ça ne marchait toujours pas. 2 ans plus tard. Et il a eu un petit prix parce que sa copine qui organise l'événement a aménagé le truc pour ça. Donc, partant, moi, voyant l'envers du décor, puis voyant aussi l'envers du décor de leur parc immobilier, ces événements sont tout aussi destructeurs qu'une Lamborghini, que tout ça, parce qu'en fait, ça reste toujours du faux et on vit dans un monde de faux. Non, j'aimerais vous poser quelques questions sans filtre. Pensez-vous que le gouvernement cherche à tuer les hôtes Airbnb ou juste à les taxer ? Le gouvernement fait extrêmement bien son travail. Il faut replacer le gouvernement où est-ce qu'il se situe dans le débat politique. Je pense que les influenceurs qui critiquent le gouvernement n'ont rien compris à la politique. Le gouvernement ne travaille pas pour le peuple. Il n'a jamais travaillé pour le peuple ces 50 dernières années. Il n'est d'ailleurs pas payé par le peuple. Il est payé par la dette. Parce que le peuple, lui, paye de la dette. À aucun moment, le gouvernement est payé avec l'argent du contribuable. Et c'est ça qu'ils ne se rendent pas compte. C'est que le gouvernement travaille pour ceux qui les payent. Et ceux qui les payent, ce sont des intérêts au-dessus d'eux. Et on en revient toujours au problème micro que j'expliquais dans la question courte durée avec les salons. Le problème macro est le même en politique, c'est du copinage. C'est comment ils sont arrivés à cette place en tant que politiciens, avec quelles négociations, quels deals ont dû faire peut-être avec quelle entreprise pour avoir les fonds nécessaires pour être visible, etc. ou avoir cette position et la tenir. C'est un jeu de Game of Thrones, clairement. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Donc quand ils se disent « Ouais, il y a une loi qui est passée, ça va impacter les loueurs, etc. » Non, ils font très bien leur travail parce que leur but, c'est de contrôler les gens. Et le but, c'est de laisser les gens au milieu. C'est pas qu'ils soient trop pauvres et c'est pas qu'ils soient trop riches. C'est pour ça qu'ils donnent aussi des crédits sans apport aux nouveaux. C'est pas aussi que les coachs immobiliers arrivent à gagner de l'argent. C'est parce qu'en fait, le système est bâti pour te mettre au milieu. Et ils veulent te donner du crédit parce que quand ils te donnent du crédit, même pour un bien, même s'il n'est pas rentable, tu n'es plus assujetti aux aides, tu n'es plus assujetti aux APL, ils peuvent te saisir, ils te tiennent, tu travailles. Et tout ça, en fait, c'est un cadre de possession, de contrôle. Donc, je suis admiratif d'ailleurs du système du gouvernement parce qu'il
ils maîtrisent extrêmement bien les délais et les timings pour ruiner tout le monde. Et moi, j'en fais partie. J'ai de l'immobilier, je paye des impôts en France, une partie. Et c'est un jeu qui est magnifique. Et à dire qu'ils sont nuls ou incompréhensibles, non, ils sont très bons. Ils travaillent juste pas pour le peuple. Et ça, au bout d'un moment, il faut que le peuple s'en rende compte, c'est tout. Ok. Airbnb détruit les centres-villes. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Non, pas du tout. C'est pas Airbnb qui détruit les centres-villes. Ce qui détruit les centres-villes, c'est la migration déjà de la consommation en ligne majoritairement. Beaucoup de business n'ont pas su à s'adapter. Alors, je ne vais pas dire qu'Amazon a détruit tout le monde, mais Amazon fait très bien son travail. Donc, forcément, les gens ont beaucoup moins besoin peut-être d'aller se déplacer en ville pour trouver un truc. Les centres-villes sont aussi beaucoup moins adaptés maintenant pour faire les courses. On les a piétonnisés, on a mis des arbres de partout, beaucoup moins accessibles en voiture. On a aussi créé de plus en plus de centres commerciaux qui sont très attrayants quand il pleut, quand il fait froid et quand il fait trop chaud. Donc les centres-villes meurent petit à petit et intrinsèquement, ils se vident, entre guillemets, de leur attrait économique. Donc forcément, les gens n'ont plus envie d'y vivre parce qu'il n'y a plus d'attrait économique, ça leur coûte trop cher pour y vivre. Donc le seul moyen, entre guillemets, c'est de les mettre sur Airbnb pour les amortir. Donc Airbnb, je pense que ça ne tue pas. Au contraire, ça essaye de sauver un peu les centres-villes parce que ça crée du passage dans certaines villes. Mais ce n'est pas Airbnb qui tue les centres-villes, pas du tout. Est-ce qu'au fond, la location courte durée, c'est pas juste être propriétaire, concierge, psy et femme de ménage à la fois ? Absolument. En plus, quand on est tout seul, c'est tout ça à la fois. Et c'est là, justement, où il faut s'entourer parce que c'est un boulot, surtout qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça ne s'arrête pas. Et on en revient à la comparaison des hôtels et des Airbnb. L'hôtel est construit pour. Oui. L'hôtel, avec le certain nombre de chambres, ça peut, et avec les normes ERPO d'incendie, il y a toujours du personnel sur place. Ce qui fait qu'il y a toujours cette veille opérationnelle, toujours cette sécurisation, alors que chez Airbnb, on ne l'a pas. Voilà. Oui. Pourquoi certains hôtes pensent encore que le problème, c'est toujours le client ? Bon, déjà, c'est plus facile de mettre la faute sur quelqu'un d'autre que de responsabiliser soi-même. Attention, ça peut être aussi le client qui peut être de mauvaise foi. On ne vit pas dans le monde des bisounours non plus. Mais il y a beaucoup de choses à voir. Est-ce que le process avait bien été mis en place ? Est-ce que la communication, le ressenti de l'expérience client est aussi très important d'un client à l'autre ? Il ne va pas avoir la même perception de l'appartement. Nous, on voit les mêmes appartements, deux personnes différentes. Il y en a, il va dire que ça pue, c'est dégueulasse, ou il est mal placé. Et l'autre, il va le trouver très bien, très fonctionnel, etc. Il y a aussi une perception humaine qui est très différente, aussi en fonction du prix qu'il paye suivant les périodes. S'il y en a, il loue 200 balles un appartement qui n'est pas ouf. Forcément, l'attente ne sera pas la même côté voyageur et le retour expérience ne sera pas le même plutôt qu'un appartement à 30 balles la nuit. Oui. Donc, il y a quand même à boire et à manger de ce côté-là en guise de réponse. Quelle est la chose dans le milieu qui vous agace le plus aujourd'hui ? C'est un peu ce qu'on a dit quand même sur tout le monde du coaching, parce qu'en fait, nous, ça nous fait arriver chez Albert avec des gens qui ont une vision de la location courte durée qui est faussée. En plus, en se disant que Albert va encore plus les aider à devenir libres et complètement autonomes. Sauf que même avec un service client, même avec une gestion des prix, même peut-être avec un city manager, il faut quand même garder un œil, c'est un business comme un autre. Il y a des cassures, il y a des criticités à gérer, et puis ce n'est pas des écosystèmes où on peut se payer un board de gestion. On ne marge pas assez. Donc, c'est plus ça qui m'énerve, avoir des personnes parfois qui sont vraiment sous-éduquées en location courte durée, avec des fausses croyances et des ambitions qui sont complètement décorées de ce qu'ils auront au fur et à mesure du temps, et qui tôt ou tard vont créer une frustration. Et ça, je le sais. Et justement, pourquoi tant de gens croient encore que la LCD, c'est de l'argent facile ? À cause des coachs qui disent n'importe quoi, qui mentent. Parce que le marché n'est plus le même qu'il y a 12 ans. Les rentabilités dans les appartements, la simplicité aussi d'Airbnb à travailler, le prêt à la nuitée, la concurrence. Il y a tellement de facteurs et c'est plus le même business. Là, quelqu'un qui se lance sur Airbnb de nos jours, je pense qu'il pourrait trouver une niche peut-être plus accessible, plus agréable à gérer au quotidien et plus rentable vu le niveau de risque et de concentration qu'il faut. Ok. Quel comportement d'hôte vous trouvez irresponsable ou dangereux ? Je considère que chacun fait ce qu'il veut, entre guillemets, dans son business. C'est un peu une dictature, donc s'ils ont envie de gérer les choses de cette manière-là. Je trouve qu'il y en a quand même, ils sont très dictatoriales dans leur manière de gérer, que ce soit avec leur femme de ménage ou même avec nous aussi en tant qu'agents. Ça peut arriver qu'on fasse une erreur et il y en a, ils nous défoncent, quoi.
Et avancer comme ça dans le business, ils iront nulle part. Parce qu'en fait, on en revient toujours au même problème. C'est comment quand on va aller chercher de nouveaux paliers, il faut une équipe. On ne peut plus gérer un business tout seul. Et à se comporter comme ça, en fait, je le sais intrinsèquement qu'ils grossiront jamais leur business. Parce que c'est insupportable de travailler avec eux. Et puis voilà, on fait avec. Combien d'oreillers doivent disparaître pour qu'un autre réalise qu'il doit avoir un service client ? Combien d'oreillers ? Pas tant que ça, finalement. C'est plus combien de fois il ne va pas pouvoir se reposer correctement sur son oreiller à cause des voyageurs. Parce qu'on en revient toujours au même. Si vous voulez faire une sieste l'après-midi ou vous voulez vous coucher tôt, si à 22h30, le mec il vous appelle, vous devez sortir du lit, soit pour aller l'aider, soit pour répondre au téléphone. Oui. Pour moi, Albert coûte 60 centimes par jour. Je jette 60 centimes par jour pour être sûr que pendant que je mange, je n'ai pas d'appel et pendant que je dors, je n'ai pas d'appel non plus. Donc chacun, il voit midi à sa porte. C'est aussi du respect de soi-même sur son temps. Je ne pense pas qu'il y ait nécessaire de se faire voler le premier oreiller avant de prendre la décision de rejoindre Albert. Okay. Une croyance professionnelle que vous détestez ? Le côté du parfait entrepreneur, douche froide, horaire. Moi, ça me fait rire parce que toi, tu le vois un peu plus parce que tu vois un peu mon écosystème et il y a d'autres choses que je ne montre pas du tout sur les réseaux sociaux. Et on en parlait même la dernière fois quand tu me parlais justement des réseaux sociaux qui te prenaient un peu de temps, qui nous prennent un peu de temps. Si les gens organisaient leur temps un peu mieux, ils pourraient avoir n'importe quel business qu'ils voudraient, qui tournerait aussi bien qu'ils voudraient, sans même connaître particulièrement la niche où ils ont envie d'aller. Je vends du service client, je vends du vin, j'ai vendu des listes d'invités, j'ai vendu des gâteaux. C'est pareil. La structure est toujours la même. Donc, Une phrase que vous répétez souvent à votre équipe ? Il y en a 2. Je compte sur vous, mais c'est pas possible. Parce que des fois, ils font des boulettes qui sont pas possibles. Surtout que ça peut être, par exemple, dans la rédaction. Moi, ça peut être la mise en page d'un message. Je suis hyper chiant là-dessus. Il y en a, ils mettent pas d'espace ou ils respectent pas les espaces de ponctuation, même les espaces après un smiley. Ça m'énerve. Et du coup, moi, je leur dis, mais c'est pas possible. Alors qu'en soi, c'est pas la fin du monde. Mais donc c'est soit je compte sur vous, soit c'est pas possible. Ok. Si vous pouviez avoir un super pouvoir pour la LCD ? Donc quel vieux téléfilm, claquer des doigts et tout se range automatiquement en un claquement de doigts, tout se répare, le lit se fait tout seul, un pouvoir magique de femme de ménage. Et là, je créerais un autre service qui s'appellerait Alberta et on ferait le ménage de tous les appartements en un claquement de doigts. Mais j'ai pas ce super pouvoir. Le hack business que peu utilisent ? Bon, toi, tu le sais, il n'y a pas de marketing chez Albert. Il n'y en a pas. Mais en fait, si on prend soin de nos clients, ça devient de bons ambassadeurs. On va prendre un exemple tout bête, nous, on n'est pas présent sur Facebook. Moi, je ne regarde pas les notifications du compte. Il n'y a personne qui les regarde. Et parfois, dans les groupes Facebook, on m'envoie des screens de commentaires, etc. Et c'est nos clients qui nous défendent et qui font un peu la guerre pour nous en commentaire. Et je trouve ça magnifique. Alors déjà, ça nous touche au plus haut point parce que c'est adorable, c'est gratuit, etc. Mais ça montre aussi que si on est réglo, alors on n'est pas parfait, on fait des erreurs. Il y a des clients qui n'ont pas été satisfaits d'Albert. Ça fait partie du jeu, on essaye de s'améliorer. Mais quand on voit un peu les clients parfois se braquer dans les commentaires avec d'autres, moi, ça me fait plaisir. C'est-à-dire que dans un sens, on fait quand même bien notre travail. Oui, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais voilà. Et du coup, pour revenir à ta question, je pense que si les gens se focalisaient sur le produit et client, pour moi, c'est 70% du travail que je fais au quotidien. Vous pouvez avoir un business qui tourne, éthique et qui tient la route. C'est simplement que ça. La première chose que vous faites le matin ? Je ne peux pas répondre. La dernière chose que vous faites avant de dormir ? Pareil. Et enfin, dernière question, un livre qui vous a changé ou qui vous a appris quelque chose ? La Dianétique de Hélène Rhubarbe. C'est un livre sur la programmation neurolinguistique et tout ce qui va être biais cognitif du cerveau, des structurations des émotions, etc. Beaucoup aimé ce livre. Ok. Voilà. Chiant à lire, énorme. Il y a même un lexique complet pour comprendre les termes du livre parce que l'auteur a inventé des termes en fait dans son livre. Et c'est un vieux livre qui date des années 50. Et il y a une deuxième version qui est née dans les années 70 avec une version encore plus spirituelle, avec des univers parallèles, etc. Mais la première version de ce livre, moi, je l'ai lu. Et c'est un livre que j'aime beaucoup parce que je le trouve
très bien construit pour apprendre à comprendre un petit peu comment ça fonctionne là-haut, quoi. Ok. Alors maintenant, mesdames et messieurs, on va passer à Léa, la responsable du Customer Success chez Albert. Alors le but, c'est que vous appreniez à la connaître, parce que dans tous les cas, vous avez déjà tous échangé avec elle majoritairement. Et pour peut-être ceux qui souhaiteraient nous rejoindre sur albertsa.com, vous aurez affaire avec Léa, Pascaline ou Véronica, qui sont derrière le superviseur de chez Albert. J'en profite également, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce sous cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Le but, c'est qu'on puisse les mettre sur nos petites fiches à la prochaine session et puis qu'on puisse y répondre et vous apporter toujours plus de clarté dans ce qu'on fait au quotidien. Exactement. Prête ? Prête. Yes. Alors, Léa, qui es-tu ? Je suis Léa, la Customer Success de chez Albert. Alors Léa, du coup, quelle est ton expérience dans le tourisme ? Alors moi, j'ai commencé en étant expatriée en Asie du Sud-Est. Je travaillais pour une agence de tourisme française. Même si mon rôle était plus orienté marketing, je travaillais en partenariat avec des tours opérateurs. Créer des expériences sur mesure, ça c'était très important. Pour chaque client, chaque profil de client différent, chaque budget aussi. C'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Super. Et du coup, quel a été ton plus grand défi dans cette carrière ou dans ta carrière en général ? Le plus grand défi, c'est ce qui fait aujourd'hui ma force, c'est vraiment m'adapter à ce milieu 360 qui est le tourisme, s'adapter à tous les profils, le fait que j'étais expatriée, s'adapter à une nouvelle culture, à une nouvelle façon de travailler et à une langue aussi surtout. Donc c'était un petit peu compliqué au début, mais c'est quelque chose qui m'a énormément appris sur moi-même et donné beaucoup de connaissances professionnelles que je peux aujourd'hui mettre à profit chez Albert. Si tu pouvais changer une seule chose dans ton parcours, ça serait quoi ? Pas avoir rejoint Albert plus tôt. Ah. Non, c'est cliché, mais c'est réel. Rejoindre une entreprise qui nous fait vraiment confiance, c'est quelque chose qui nous booste personnellement et professionnellement. C'est vrai qu'aujourd'hui, en France, quand on sort des études, c'est un petit peu compliqué d'entrer dans le monde du travail. Alors, bien sûr, ça dépend du domaine. On nous demande beaucoup d'expérience, souvent réduit à pas grand-chose alors qu'on a étudié de nombreuses années. Je dirais se faire confiance et oser. La formation, c'est très important, mais se lancer et apprendre sur le terrain, c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Génial. Et du coup, en quoi consiste ton rôle de Customer Success chez Albert ? Alors, en tant que Customer Success, je suis le liant entre les clients et l'entreprise. Mon rôle, c'est d'accompagner les clients de A à Z. Donc, ça passe par l'onboarding, vérifier les statistiques ensemble. S'il y a des soucis, on les règle. C'est vraiment les accompagner. Ok. Et du coup, pourquoi ce rôle est essentiel pour nos clients ? Quel est son niveau d'importance ? Je suis vraiment le support. En fait, on a le service client, donc qui, lui, s'entretient avec les voyageurs. Mais moi, je suis un peu le tampon, on va dire, entre le gestionnaire et l'entreprise. Donc, si le gestionnaire a des soucis, il a des points qu'il n'a pas compris ou des problèmes récurrents, c'est à moi qu'il va s'adresser et c'est ensemble qu'on va essayer de régler tout ça. Impeccable. Et du coup, comment tu mesures ce succès au quotidien, toi, dans tes performances ou dans ta vie ? Sur plusieurs points. Déjà, la satisfaction client, tout au long du suivi. Au nombre de tickets récurrents ou non. S'il y a souvent des problèmes qui sont remontés, si c'est les mêmes problèmes. Et surtout à la rapidité de la gestion de ces problèmes et de l'onboarding. Moi, mon but, c'est vraiment que les clients explorent 100% de la valeur ajoutée que Albert peut leur offrir. Mon but, c'est que tout se fasse au plus vite et le plus simplement, surtout. Très bien. Et du coup, dans toute cette expérience, qu'est-ce qui te plaît le plus ? Ce qui me plaît le plus, c'est le contact humain. J'aime beaucoup résoudre les soucis qu'il peut y avoir et leur faciliter la tâche, leur faciliter la vie et le quotidien. C'est vraiment ce qui me plaît le plus. Et du coup, dans ce côté qui te plaît le plus, inversement, qu'est-ce qui te challenge le plus ? Alors, ça peut être positif ou négatif, mais qu'est-ce qui te challenge le plus à sortir un peu de cette zone ? C'est quelque chose que j'apprécie aussi, mais qui est challengeant, je dirais s'adapter à tous les différents profils que j'ai pu rencontrer du coup auparavant dans mon expérience, mais s'adapter aux différents types de gestionnaires. Ça peut être des propriétaires, des conciergeries, ça peut être des gens qui sont nouveaux dans la LCD ou bien qui ont des dizaines ou voire des centaines de biens. Savoir s'adapter et gérer leurs émotions. Moi, je dois toujours être calme, professionnel et pédagogue. Quel conseil tu donnes le plus souvent à nos clients ?
Remplir sa fiche à 100% avant de me contacter parce que la plupart du toutes les réponses à leurs questions sont dans les fiches. Ouais, c'est écrit, ils lisent pas. Et du coup, le pire client, le pire comportement que tu pourrais avoir. Quelqu'un d'hostile qui n'est pas forcément ouvert à la discussion. Mhm. Voilà. Moi, mon rôle, c'est, comme j'ai dit précédemment, d'être calme et pédagogue, donc il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que la communication et la discussion, c'est ce qui résout tous les soucis, la plupart du moins. Ok. Comment gères-tu les pics de messages ou de retours clients au quotidien? Tu gères pas tout seul quand même. C'est vrai que moi, je suis Customer Success, mais on est une équipe derrière et chacun a son rôle bien défini. Ce serait mentir de dire que ces pics-là, je les subis. Chacun a sa base client, chacun a ses missions. En général, ça se passe très bien, il n'y a pas de souci. Ouais. On répond en temps et en heure à tout le monde. Ton portefeuille, il est toujours en temps et en heure. Exactement. Ah, si ça pouvait être tout le monde comme ça. À quel moment as-tu senti que la V1 ne suffisait plus pour qu'on passe sur une V2 d'Albert? Je dirais que quand j'avais plus de retours clients sur les mêmes soucis récurrents. Ça peut être des bugs, surtout des bugs. Et peut-être justement une compréhension un peu plus compliquée des process d'onboarding. C'est pour ça qu'on a décidé de tout reprendre à zéro. Ouais. On garde le même process, on explique peut-être juste différemment pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Très bien. Et du coup, l'amélioration la plus utile qu'on a mis en place dans cette V2, selon toi? Bien, je dirais la réadaptation justement de toutes les étapes d'onboarding. C'est plus simple, les clients ont moins de questions, donc non pas que je ne veuille pas vous aider et vous parler, mais c'est surtout plus simple pour vous, ça vous évite un appel, perdre du temps, beaucoup plus intuitif. Et du coup, la nouveauté que tu attendais depuis longtemps, alors pas spécialement pour toi ce côté-là, mais plus pour Albert en général ou les clients? Je dirais la nouvelle interface agent. C'est plus clair et plus rapide. Ouais, c'est le cœur du truc, de toute façon. Ouais, c'est ça. Donc Léa, ton message final pour ceux qui vont découvrir la V2, si jamais ils souhaitent aller sur albertsa.com, qu'est-ce qu'ils font? Donnez-lui sa chance et vous vous demanderez comment vous faisiez avant. As-tu un rituel secret pour rester concentré ou toujours essayer d'améliorer l'expérience que pourraient avoir les gens au quotidien? À titre personnel, tous les matins, café et jus d'orange mélangés dans la même boisson. Je vous conseille d'essayer. Ouais, c'est vrai, elle prend vraiment ça le matin. C'est un jus d'orange avec un americano hardcore. Beaucoup d'énergie. Ouais. Léa, la phrase qui t'énerve le plus? Je vous ai déjà dit ça hier, alors qu'on a tout le chat retracé et qu'il n'y a aucune info dessus. Très bien. Celle qui te fait sourire? Quand un client nous remercie et est heureux de notre service, tout simplement. Très bien. Dernière question, Léa. Quelle chose tu aimerais que tous les clients de chez Albert comprennent au quotidien? Qu'on est là pour les aider et pas pour prendre leur argent. On est vraiment là pour faciliter leur quotidien. En fait, comme vous l'avez dit, ce service, vous l'avez créé pour vous, à la base. Donc, il est vraiment créé sur mesure pour la location courte durée. Et on comprend leurs besoins, réellement. Eh bien, merveilleux. Mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que ça a répondu à un maximum de vos questions que vous pourriez avoir sur Albert. Si vous souhaitez rejoindre Albert, vous avez 2 offres. Une qui est complètement gratuite sur albertsa.com. Si vous souhaitez profiter de l'expérience Albert Premium, elle est gratuite pendant 2 semaines. Et avec le code podcast, vous avez 1 mois gratuit. Exceptionnellement, on a voulu faire une offre de 1 mois gratuit pour vous montrer l'envers du décor, comment on travaille, la vitesse de réponse, qualité de réponse et surtout la qualité de travailler avec nous, sans frais de mise en place et sans engagement. Donc soyez les bienvenus. Ça peut être juste de la curiosité sur notre service ou sur notre technologie si vous souhaitez juste jeter un coup d'œil. On sera ravis de répondre à toutes vos questions et à vous montrer l'envers du décor d'Albert. Exactement. Merci à vous.